Bien, bon, oula. Bonsoir à toutes et tous. Donc, on va commencer à l'heure, enfin quasiment à l'heure, pour cette conférence qui s'avère être la deuxième rencontre du fil rouge cette année de pensée critique autour des croyances. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir, je vais me mettre comme ça, Jean-Loïc Lequelec, qui est anthropologue et préhistorien. Vous êtes spécialiste de l'art rupestre saharien et des mythologies. Si tant est qu'on puisse être spécialiste des mythologies, mais... Et vous êtes directeur de recherche honoraire au CNRS. Vous êtes par ailleurs auteur de nombreux ouvrages et articles tant sur l'art rupestre que sur les mythes, les légendes urbaines, l'ésotérisme. Et vous défendez, ce dont on va parler ce soir, un examen critique des croyances qui permettent de déconstruire les idées reçues et de mettre à distance là où les pensées dogmatiques, afin d'aider à comprendre, pour reprendre le titre du livre auquel vous avez participé, comment vivre ensemble quand on ne vit pas pareil. Ça, c'est le titre, donc, je le disais, d'un ouvrage collectif issu d'un colloque à Aubervilliers, tenu par l'Anthropologie pour tous, auquel vous avez participé et qui visait à montrer la diversité des manières d'être au monde. Donc une démarche proprement anthropologique. Le dernier ouvrage que vous avez vous avez écrit avec Bernard Sergent, qui s'appelle Le Dictionnaire critique des mythologies, qui est au fond de la salle, ce qui me permet de saluer notre confrère de la librairie de Citre, qui vendra un certain nombre de livres ce soir. Dictionnaire critique des mythologies, donc, qui poursuit cette ambition de montrer la diversité des manières de dire le monde, de raconter le monde et d'être au monde. Donc c'est avec plaisir qu'on vous accueille ce soir, encore une fois, merci. Pour nous expliquer tout l'avantage qu'il y aurait à étudier comment les cultures expliquent le monde et comment ces récits contribuent à écrire l'histoire humaine. Voilà. Il faut que ça dure combien de temps? Une petite question. C'est une excellente question. Oui. Donc, oui, c'est vrai que je pourrais le préciser. C'est la formule habituelle pour ceux qui connaissent. Une heure d'intervention et puis ensuite 45 minutes de discussion. On prendra la dernière question à 20h15 pour qu'on puisse tranquillement quitter la salle à 20h30. D'accord. Alors... donc je ne me présente pas, ça a été fait, voilà. Je commence tout de suite. Je vais parler de plusieurs choses pour aborder ces questions. Je vais parler d'anthropologie, de mythologie, de religion, de croyances. Et puis je vais utiliser un petit peu d'étymologie. Je ne suis pas étymologiste, mais bon, voilà, je regarde un petit peu ce qu'en disent les vrais étymologistes. Parce que quand on a des questions complexes, qu'on a vraiment du mal à aborder, c'est difficile, ou les gens ne sont pas d'accord, ça a l'air bien compliqué. Je trouve qu'un bon moyen, c'est de regarder l'histoire des mots, leur origine, et voilà, essayer de remonter le plus loin possible pour voir comment ça s'est passé pour ces mots-là. Non pas pour faire ce que certains font, vous savez, il y a des gens, quand il y a une discussion comme ça, un petit débat, ils vous sortent leur pistolet à étymologie et ils vous assassinent d'un coup d'étymologie. C'est pas ça le propos, en vous disant non mais le vrai sens du mot c'est celui-là. Et donc toi, ce que tu dis là, non, bon voilà, non, c'est pas ça l'intérêt de l'étymologie, c'est pas de retrouver le vrai sens d'un terme. Mais c'est de voir que ce terme a évolué, qu'il a changé de sens et qu'il a une histoire et que cette histoire n'est pas sans avoir quelque chose à voir avec notre propre histoire, avec l'histoire des idées, nos idées actuelles, etc. Et donc c'est un bon moyen, c'est pas pour retrouver une vérité, c'est un bon moyen pour réfléchir, simplement. Donc voilà, c'est comme ça que je vais utiliser l'étymologie. Voilà. Enfin, le peu d'étymologie qu'on va utiliser. Alors, je vous ai dit que j'allais parler d'anthropologie. Pourquoi anthropologie? Parce que ce mot, tout le monde le connaît. C'est un mot assez simple, puisque c'est anthropologie. Vous voyez bien que c'est un mot en logis. Des mots en logis, comme ça, vous en connaissez plein. Je ne sais pas, moi, psychologie, géologie, astrologie... hydrologie, météorologie, il y en a plein. Et on comprend bien que ces mots, en fait, la deuxième partie, logis, ça vient du grec, c'est des mots grecs en gros, qui nous viennent du grec. Logis, c'est une référence, ça vient du grec logos. Logos, donc, qui en gros, mais on y reviendra peut-être, désigne un discours, un propos tenu sur quelque chose, mais pas n'importe quel discours. C'est un discours, du coup, crédible, rationnel, argumenté, sérieux.
Et tous ces mots sont composés de telle manière que, enfin, se comprennent de telle manière qu'il va être question d'un discours sur la première partie du mot. Psychologie, c'est donc un discours, logie, sur psyché. Psyché, en grec, c'est l'esprit. Voilà. Géologie, ça va être un discours sur la Terre. Gai, voilà. Gai, c'est la Terre. Géologie, c'est donc le discours sur la Terre. Pas n'importe quel discours, un discours savant, organisé, crédible. Bon. Et donc anthropologie, bien entendu, et mythologie, dont je vais parler plus tard, ça va être des discours sur la première partie du mot. Pour anthropologie, ça va être un discours sur l'homme, l'homme entendu comme espèce. Sinon, on dirait andrologie ou gynécologie. Donc l'anthropologie, c'est un discours sur l'humain, l'humanité. Et c'est en gros, quand on dit discours dans ce sens-là de logos, c'est un discours savant, donc c'est une science en fait. Et donc c'est la science de l'humanité, la science de ce que c'est que l'humanité depuis les origines à nos jours, dans toutes ses composantes, dans son immense diversité, et puis aussi dans ses universaux. Voilà. S'il y a des universaux, c'est une vaste question. Et donc c'est une science quand même qui me semble assez importante, parce que s'il existe une science de l'humanité, peut-être que l'humanité en a besoin de cette science. Et donc c'est très étonnant de voir que cette science n'est enseignée nulle part. En gros, vous pouvez passer toute votre vie sans même savoir que ça existe. Il y a des gens qui ont passé leur vie à étudier ce genre de science. Et évidemment, si vous avez la chance, par des lectures, des rencontres, des discussions, de trouver le terme et puis ce monde-là, et que si vous avez la chance de faire des études et d'aller assez loin dans vos études, peut-être vous allez finir par vous aiguiller et arriver à un niveau d'études supérieures, qui frise le doctorat ou au doctorat, par faire de l'anthropologie vraiment, et faire une thèse d'anthropologie, etc. Mais ça, c'est quasi personne. C'est très, très peu de gens. Et donc, c'est quand même dommage, je trouve, que aussi peu de gens aient accès à la science de l'humanité. Science qui, peut-être, peut nous aider à comprendre ce que c'est que l'humanité, une partie des problèmes actuels, par exemple. Bon. Et il ne faut pas que je sois trop long sur chaque partie parce que sinon ça ne va jamais le faire. Mais quand même, en gros, je vais quand même vous dire, parce que là, on vient de faire un atelier où j'ai expliqué ça, mais je vais quand même le dire en quelques mots, parce que justement, il n'y a pas de formation là-dessus et que justement, la plupart des gens ne savent pas trop comment ça s'est passé. En gros, cette science-là, elle est récente. Elle est récente parce qu'elle résulte de la rencontre par l'Occident, c'est comme ça historiquement, après les grandes découvertes, elle résulte de la découverte d'autres humanités, d'autres humanités que les Occidentaux qui faisaient les grands voyages, allaient découvrir, entre guillemets. Bien d'autres gens l'ont découverte avant eux, mais découvrir donc l'Océanie, l'Amérique, et puis les rivages africains, puis l'Afrique intérieure, etc. Tous ces récits des grandes explorations ont permis donc des rencontres, pas toujours avec un caractère extrêmement pacifique, disons, ni désintéressé, mais des rencontres voilà, entre humanités très différentes. Et du coup, plein de questions se sont posées. Et au départ, on a commencé par dire que ces gens qu'on rencontrait, peut-être n'étaient pas vraiment des humains d'ailleurs. Je ne sais pas, il y a eu tout un tas de... Ça a mis un certain temps pour qu'on se dise oui, finalement, oui. Et ensuite, on les a qualifiés pendant longtemps de naturels. C'est-à-dire des gens qui sont dans le monde de la nature et pas vraiment dans celui de la civilisation. Et puis, on les a appelés sauvages, et encore maintenant, d'ailleurs, par exemple, au Québec, les gens parlent, sans penser à mal, des sauvages, en parlant des Amérindiens, Atikamekw, par exemple. Et donc, voilà, on a rencontré des gens assez différents pour qu'on les considère comme très différents de nous, au point de les considérer comme naturels, alors que nous serions un parangon de la culture, et comme des sauvages, alors que nous serions le parangon de la civilisation. Et puis, pour faire bref, c'est resté comme ça, jusque, en gros, au XVIIIe siècle, avec quelqu'un qui vaut le coup de relire. C'est un monsieur qui s'appelait Charles de Brosse, qui est mort en 1777. C'était un ami de Buffon, le naturaliste.
Et il a écrit un livre qui s'appelle Le culte des dieux fétiches. C'était un juriste, c'était un magistrat, hein, c'était pas du tout un anthropologue évidemment, parce que ça n'existait pas. Hein. C'était un magistrat curieux, comme il y avait beaucoup de gens à l'époque, hein, un esprit curieux, un peu universel. Il s'intéressait beaucoup à la géographie sans avoir voyagé lui-même. Et par exemple, c'est lui qui a inventé les termes Océanie et Austrasie. Voilà, il a quand même des apports importants dans plein de domaines. Et là, il a lu, comme beaucoup de gens à son époque, les récits de voyage des missionnaires, explorateurs en Afrique, en Amérique du Sud, en Océanie. Et puis voilà, il s'est frotté à tous ces récits. Et il a été surpris en fait de s'apercevoir que ces gens, donc considérés comme des sauvages, incultes, puisque justement appelés naturels, c'est bien qu'ils sont incultes, et ben en fait ils avaient des récits, des mythes. Donc plus tard on verra ce que c'est qu'un mythe peut-être. Enfin, pour faire bref maintenant, des récits sur le monde qui, quand on les regardait d'un peu plus près, qui d'abord au premier regard semblaient très étranges et très bizarres, et puis ensuite en les regardant de plus près, en fait ressemblaient étonnamment à certains récits de la mythologie grecque, alors qu'ils avaient été recueillis en Océanie, en Amérique du Sud, chez donc les fameux sauvages. Et en y regardant de plus près, il a fini par conclure que, en fait, la différence prétendue entre eux et nous n'était peut-être pas si importante que ça, et que peut-être il y avait quelque chose de l'ordre d'un continuum entre toutes ces cultures, et que du coup s'ouvrait un monde de questions qu'on continue à se poser de nos jours et qui ne sont pas toutes résolues. Évidemment, à son époque, c'était absolument révolutionnaire. Il a été très inquiété pour ses opinions. Il a publié son livre clandestinement, et il a bien fait d'ailleurs, parce que sinon ça aurait pu lui causer de gros problèmes. Parce que son idée, c'était qu'il était tout à fait légitime, en fait, de comparer les sauvages aux civilisés, alors qu'à l'époque, ça paraissait complètement incongru, impensable. Et ça a été la première pierre, la première étape vers l'anthropologie comparée, si on peut dire, c'est-à-dire le fait de dire, ben voilà, on va regarder toutes les cultures du monde qu'on puisse connaître sans porter de jugement sur elles, simplement pour les comparer, voilà, pour voir ce qui est pareil, ce qui n'est pas pareil. Et puis ensuite, il y a un autre monsieur qui est un Anglais, lui, qui s'appelle Tyler, qui a fait la même démarche, mais bon, un siècle après quand même, ce qui fait qu'entre-temps, s'était accumulé beaucoup de documentation qu'il avait lue. Et il a fait le premier livre à porter le titre Anthropologie. Vous pouvez le trouver d'ailleurs sur Internet, parce que maintenant, beaucoup de ces documents ont été numérisés et sont téléchargeables gratuitement. Et lui, en fait, il a notamment écrit en 1871, donc c'est assez vieux d'un certain point de vue, mais très récent quand même, 1871, c'est pas le Moyen-Âge, hein, un livre sur ce qui s'appelle Primitive Culture, culture primitive. Et dans ce livre, il donne la première définition de ce que nous appelons la culture. Je parle ici non pas de la culture qu'on acquiert quand on fait ses humanités, qu'on apprend du grec, du latin, ou qu'on fait de l'histoire, etc. La culture scolaire, pour faire bref, mais la culture en général. Et la culture en général, voici comment il l'a définie en 1871, et c'est la première fois que cette notion apparaît comme telle. Il dit que la culture, c'est cet ensemble complexe comprenant le savoir, la croyance, l'art, la morale, la loi, la coutume et toute autre capacité ou habitude acquise par l'homme en tant que membre d'une société. Et c'est le sens du mot culture tel qu'on l'emploie maintenant quand on parle, je sais pas moi, du dialogue des cultures ou du choc des cultures, ou même quand les gens disent c'est pas ma culture, etc. C'est un sens qui est donc extrêmement récent. Et donc on voit bien que la réflexion sur ces questions-là, c'est pas quelque chose qui remonte très très loin. Et peut-être ça peut aider à comprendre aussi pourquoi c'est si peu diffusé encore, par exemple à l'école, tout simplement. Alors je vous passe, il y a beaucoup d'autres gens qui ont travaillé sur ces questions. Il y en a un quand même dont je vais vous citer le nom, parce que lui, vous pouvez le trouver facilement, alors évidemment à la bibliothèque, mais aussi dans les librairies, qui s'appelle Frazer, F-R-A-Z-E-R. Et il est connu parce qu'il a, lui, passé en revue l'ensemble des cultures du monde, au sens donc de Tyler, cet ensemble de lois, coutumes, croyances, etc., tout ce qui est commun à un groupe humain particulier.
Et il a fait un livre qui s'appelle Le Rameau d'or. Il a fait un de ses livres les plus connus, c'est celui-là. Il a été traduit et édité en livre de poche en collection de bouquins. Ça fait 4 gros bouquins de quasi 1000 pages chacun. Ça fait la lecture. Et c'est rempli d'histoires, de récits, de mythes et de légendes du monde entier. Même si on n'y connaît rien et qu'on n'a pas envie de devenir anthropologue, c'est absolument fascinant. Voilà. Et il a fait un autre livre qui est aussi tout à fait dans le type de la démarche culturelle et qui touche là, du coup, très vite à d'autres questions dont on a parlé au début. Il a fait un livre sur le folklore qui s'appelle « Le folklore dans l'Ancien Testament ». C'est 2 volumes, en fait. Ça a été traduit en français, vous pouvez le télécharger aussi en farfouillant un peu sur Internet, peut-être qu'il est à la bibliothèque. Le folklore dans l'Ancien Testament, il a pris le récit de la Genèse, que tout le monde connaît, évidemment, le récit de la création dans la Bible, et il a pris chaque élément de ce récit, et il a fait pour chacun d'eux un tour du monde pour voir ce que les peuples du monde disent pour chaque étape, la création du cosmos, de la lumière, de la nuit, de l'homme, de la femme, de tout ce que vous pouvez imaginer, listé dans cette histoire de création. Il a fait le tour du monde et c'est énorme. C'est rampé, mais ça se lit facilement parce que c'est plein de petites histoires, hein, plein de petits contes, mythes, légendes. Et ça montre que le récit de la Genèse, il ne tient pas tout seul comme ça en l'air, que dans le monde entier, il y a des récits comparables qui jouent exactement le même rôle et qui racontent non pas la même histoire, mais qui répondent aux mêmes questions. Et du coup, ça, c'est une démarche proprement anthropologique, de s'éloigner de sa propre vision du monde pour regarder un peu ce que disent les autres. Et donc là, on est tout de suite en pleine mythologie, puisque en fait, qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Qu'est-ce que c'est que la mythologie? Peut-être ça vaut le coup de faire là un petit peu d'étymologie pour y voir clair, parce que mythe, c'est mis à toutes les sauces. Hein. Mythe, mythique, c'est des termes qu'on connaît, qu'on emploie, nous, quotidiennement, qu'on entend employer quotidiennement, mais avec des sens très différents. Hein. Mythique, ça peut vouloir dire super connu, hein, comme un film mythique, voilà, un musicien mythique, c'est super connu, dont tout le monde parle, tout le monde le connaît, ou quelqu'un dont on va dire que c'est un mytho ou un mythos, c'est quelqu'un, disons, auquel on ne peut pas trop faire confiance dans ce qu'il raconte. Bon. Et puis dire, mais tout ça c'est du mythe, ça c'est des mythes, tout ça, ça veut en gros dire, mais tout ça c'est n'importe quoi, hein, c'est des histoires débiles. Bon, voilà. Et donc la mythologie, on n'imagine quand même pas trop que ce soit une science qui s'intéresse aux histoires débiles, quoi. Donc peut-être qu'il y a eu un problème avec le mot mythe. Logie, évidemment, ça y est, vous avez vu que logos, c'est donc le discours. Et si on fait comme on a fait pour anthropologie, psychologie, etc., on va se dire mythologie, c'est facile. Logie, c'est donc un discours savant, scientifique, argumenté, solide, crédible, sur la première partie du mot, comme on a vu pour psyché, l'esprit, psychologie, discours argumenté, savant, scientifique, sur l'esprit. Bon. Et la mythologie, ça va être donc un discours argumenté, savant, sur mythos, qui en grec veut dire récit. Et donc là, il y a un petit problème peut-être, c'est qu'on a donc un discours sur un discours, un récit sur un récit. Alors ça laisse tout de suite entendre que si le gosse c'est un discours argumenté, logique, savant, rationnel, ça va être un discours de ce type sur un discours d'un autre type. Donc non argumenté, pas très savant, peut-être irrationnel, alogique, comme on a souvent dit. Bon. Alors, revoyons un petit peu ce qu'il en est du terme, parce que c'est un terme grec, hein, dans toute cette série de vocables. Et mythos, en grec, originellement, c'est simplement un récit sans humeur, sans humeur particulière sur sa qualité véridique, croyable, pas croyable, sérieux, pas sérieux. C'est un récit. Voilà, c'est un récit. Et la preuve que c'est un récit, c'est que, en grec ancien, pour désigner les fables d'Ésope, donc vous connaissez les fables d'Ésope, Ésope, c'est sans doute, disons, au mieux un auteur collectif, c'est-à-dire qu'on prête à Ésope un recueil de fables, mais Ésope n'a peut-être pas existé du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est un terme commode pour désigner un recueil de fables qui, en gros, remonte au 7e siècle avant notre ère, avant l'ère commune. Eh bien, en grec, pour désigner les fables, ce que nous appelons les fables d'Ésope, on dit aïsopou moutoi, c'est les mythes d'Ésope. Ce qui vous montre bien
que là, ce que nous appelons, nous, fable, était appelé mythe. Donc c'est des histoires, tout simplement. Mais ce que nous appelons fable, ça vient du latin fabula, mais qui a donné aussi fabuler. Donc à raconter des trucs. Hein. Mais en fait, l'origine latine, c'est le verbe for fari, qui veut dire simplement parler, point à la ligne. Une fable, c'est un récit. Et sans sous-entendu a priori sur son caractère véridique ou faux, ce qui explique, par exemple, que dans notre XVIIIe siècle, à nous, eh bien, le terme a été utilisé pour désigner ce que nous appelons mythe. Et vous avez, au XVIIIe siècle, toute une série de petits bouquins qui se trouvent parfois chez les bouquinistes, qui sont des dictionnaires de la fable. Ça s'appelle le dictionnaire de la fable. Alors si vous trouvez un petit bouquin comme ça, ne comptez pas trouver en le feuilletant des fables de La Fontaine ou des histoires d'animaux comparables aux fables d'Ésope ou aux fables de La Fontaine. Non, en général, c'est la mythologie grecque qui vous est racontée. Parce que fable, à cette époque, désignait la mythologie. Donc on voit tout de suite, rien qu'en regardant comme ça les termes, que bon, c'est un peu compliqué les affaires. Les termes qui nous paraissent, nous, évidents, ont changé de sens assez fréquemment. Alors, un moyen d'y voir un peu plus clair, c'est de voir si, pour désigner ce qu'est un récit, parce que tout ça c'est un récit, mais une légende aussi c'est un récit, il faudrait regarder l'origine du mot légende, legenda, ce qui doit être lu. Il faudrait regarder, par exemple, pour le grec, mythos, c'est important parce que ça donne mythe et mythologie, c'est comme important. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre terme à côté, à part logos aussi, pour désigner un récit? Alors, il y en avait un autre, peut-être ça va vous surprendre, c'est plasma. Plasma, c'est un récit, également. Mais c'est un récit particulier, et qui va nous aider à comprendre ce que c'est qu'un mythe, du coup, parce que ça vient d'un verbe qui est plasso, qui veut dire façonner. C'est le verbe qui est utilisé pour désigner le façonnage de l'argile. Hein, faire une petite figurine en argile, c'est ce terme-là qu'on emploie. Et du coup, le plasma, c'est quelque chose qui a été façonné. Et du coup, s'agissant d'un récit, c'est un récit qui a été façonné. C'est-à-dire que c'est un récit qui a été modelé, qui a été arrangé, qui a été modifié. Et donc, c'est le récit dans sa forme littéraire. Il a pris une forme particulière, il a été bricolé, il a été arrangé. Et à ce moment-là, ça devient un récit de type conte littéraire, par exemple, s'il s'agit de conte, ou mythe littérarisé. Voilà. Mais du coup, comme il y a la notion de modification, de modelage, d'arranger, de malaxer, ça a pris la notion de falsification, parce qu'un récit bricolé, arrangé, cette idée mène à l'idée de falsification, d'invention, de fiction, de récits erronés, faux, etc. Et du coup, on s'aperçoit, qu'en comparant les termes, qu'à l'origine, plasma et logos, c'était des termes qui désignaient le récit de type littéraire, et que mythos, le mythe, donc, ça désignait le fond du récit, l'histoire au fond, quoi, quand on fait abstraction de sa mise en forme, de sa mise en bouche, de sa mise par écrit, etc. Qu'est-ce qui est raconté au fond? Eh bien, c'était ça, le mythos. Il y a aussi un autre terme qui désignait la forme que peut prendre le récit, c'est épos, qui désigne aussi la forme du récit, et qui a donné épopée, qui est aussi un autre type de récit. Et en fait, petit à petit, le mot mythe, en grec, qui au départ donc, désignait simplement un récit, comme ça, voilà, sans humeur sur sa qualité, a fini, par évolution progressive, par désigner un récit non crédible. Et on a des auteurs qui, par exemple Hérodote, qui vous disent que lui, il raconte des récits sérieux, des logoi, mais que les autres qui racontent n'importe quoi, là, ce qu'ils racontent, c'est des mythoi, des mythes. Et c'est ce sens-là qui nous est resté du mot mythe. On a hérité de cette évolution. Et maintenant, mythe est très généralement considéré comme un récit auquel on ne peut pas vraiment faire confiance, comme on ferait confiance à un récit fait par un scientifique. C'est un récit qui peut être beau, dont la forme, justement, peut être intéressante, il peut être versifié, tout ça, il peut être très séduisant, mais sur le fond, en fait, on n'y croit pas.
Et du coup, comme je viens de dire qu'on n'y croit pas, ça nous amène à la notion de croyance, bien entendu. Et à une question parallèle, mais c'est presque la même, la question au fond c'est, bon, alors si je dis qu'un mythe c'est un récit, bon d'accord, et que finalement, nous on en est arrivé à dire que c'est un récit pas trop croyable, auquel on ne peut pas trop faire confiance, comme on ferait confiance à un discours scientifique, donc à un discours qui peut être complètement inventé, qui peut-être n'a rien à voir avec la réalité vraie, n'est-ce pas ? Comment on fait pour reconnaître ce récit-là? Qu'est-ce qu'il a d'autre de particulier? Comment on fait pour le reconnaître? Parce que c'est pas non plus un récit du type « Ah ben hier j'ai été avec ma copine, voilà, on allait au cinéma, puis tu ne devineras jamais qui on a rencontré sur la route, machin, et du coup il est venu avec nous, alors après on a été se faire une pizza. » C'est pas ça, hein. Ça c'est un récit aussi, mais c'est pas un mythe du tout, hein. Donc ce qu'on a coutume d'appeler, nous maintenant, comme mythe, c'est pas n'importe quel type de récit, c'est un type de récit particulier. C'est des récits qui nous parlent très souvent, très généralement, d'origine. Et d'origine de choses importantes, l'origine de choses sur lesquelles toutes les populations du monde se posent les mêmes questions, du genre, comme on dit sous forme de boutade, voilà, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, hein? Mais en gros, voilà, le monde existe, on est dans un monde qu'on voit là, comme ça. Est-ce qu'il a toujours existé ? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose, ou je ne sais pas quoi, moi, qui l'aurait créé à un moment donné? Avant, il n'y avait rien, puis maintenant, il y a tout ça. Ben voilà, il y a des récits qui vont répondre à ça. Et puis, ce monde est ce qu'il est, mais dessus, il y a des humains, hein, il suffit de voir, il y a des hommes, puis des femmes, hein, ben voilà. Donc, depuis toujours, ou depuis un certain temps. Et à ce moment-là, depuis quand? Et puis, est-ce qu'ils ont été créés? Ou non, et si oui, bah, par qui? Comment tout ça commence? Voilà. Et puis en plus, ces humains dont nous faisons partie, nous mourrons apparemment. Il semble que tous devions mourir. Donc qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il y a d'autres mondes que celui-là dans lesquels on pourra aller, un ou plusieurs mondes? Voilà, comment ça va se passer, tout ça? Voilà. Eh bien, les récits qui répondent à ce genre d'interrogation, c'est ça qu'on appelle les mythes. Et ils sont très souvent de la forme suivante, c'est-à-dire ils vous expliquent souvent que, alors je parlais de l'origine de la mort, nous sommes mortels, c'est quand même pas terrible quoi, comme situation, alors on peut se dire du coup ça aurait pu être autrement quand même, quoi. Enfin, on préférerait ne pas l'être, quoi. Bon, et puis on tombe malade par exemple aussi, on préférerait pas tomber malade évidemment, on dit un vieux puis impotent, infirme, tout ça, on préférerait être toujours jeune et en pleine santé, bon tout ça. Pourquoi c'est comme ça? C'est pas juste. Donc il y a des récits qui expliquent pourquoi c'est comme ça dans toutes les cultures. Et c'est des récits, ce sont ceux-là qu'on va appeler les mythes. Et ces récits sont souvent de la forme suivante, très généralement de la forme suivante, c'est des récits qui racontent une rupture, c'est-à-dire qui vous disent, bah oui, d'accord, c'est sûr que maintenant on meurt, les animaux aussi d'ailleurs meurent, tous les êtres vivants meurent, voilà. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. À l'origine, parce que les mythes vous parlent toujours de l'origine, in illo tempore, dans un temps, on ne sait pas quand en fait, mais voilà, il y a très longtemps, tellement longtemps qu'on ne sait plus quand. Mais en tout cas, voilà, à l'origine, c'était pas comme ça. Voilà. Les hommes mouraient, d'accord, ou alors ils mouraient pas. On vous dit, non, mais autrefois, les humains étaient éternels. Hein. Voilà. Vous pouvez vivre 900 ans, 1000 ans, 2000, pas de problème. Ou ils mouraient, mais ça durait pas longtemps. En fait, hein. Voilà, ça durait le temps d'une lunaison, par exemple. Je vous explique, voilà, une lunaison, et hop, si on touchait pas au cadavre, on faisait rien de spécial, il fallait surtout pas y toucher. Hop, il revenait à la vie, puis c'était reparti pour un tour, pas trop un problème, la mort, quoi, voilà. Bon. Et donc, le mythe vous raconte, tous ces mythes vous racontent, une rupture est survenue. On voit bien que c'est pas comme ça maintenant. Et donc, il s'est passé quelque chose. Et le mythe vous raconte ce qui s'est passé. Il vous dit un jour. Et là, on vous raconte une histoire. On vous dit un jour, il s'est passé tel truc. Une femme a fait ceci, un homme a fait cela, un animal, bref. Et du coup, à la suite de cet événement, maintenant, c'est comme ça. Tous les mythes vous racontent des histoires de ce type. La Bible vous raconte des histoires de type. Autrefois, c'était comme ça. C'est passé un truc qui aurait pu ne pas se passer. Hein. Et maintenant, c'est comme ça. Et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Et le mythe jamais n'évoque la possibilité qu'il y ait un autre événement à suivre, puis que du coup, ça va redevenir comme autrefois. Non, jamais. C'est comme ça. Il faut l'accepter. C'est la vie. Il faut vous faire une raison. Et
tous ces récits, évidemment, qui sont tous différents les uns des autres, qui ont tous quand même le même schéma, mais donc quand je dis le mythe, il s'adresse à ce genre de questions et il apporte une réponse. Les réponses sont toujours un peu les mêmes, mais elles sont toutes différentes dans la mesure où quand je dis un jour il s'est passé, c'est là que ça change. C'est-à-dire que selon les cultures, c'est pas le même événement qui fait que maintenant nous sommes mortels. Hein. Bon, là, vous connaissez l'histoire dans la Bible, une certaine histoire de serpents et d'arbres, de la connaissance, bon, voilà. Mais dans d'autres cultures, on va vous dire que, je vous en donne juste un comme ça, mais il ne faut pas que je commence, parce que sinon, évidemment, il y en a des milliers. Hein, mais juste comme ça, autrefois, les humains, on ne savait pas, Dieu qui les a créés, ne savait pas trop, en fait, ce qu'il fallait faire sur cette question-là de la mort. Parce on peut en débattre. Hein. Si les humains sont immortels, ils vont se multiplier, il va y en avoir de plus en plus, puis la Terre ne va pas pouvoir les supporter, ça va être trop lourd à un moment donné. Donc peut-être que ce serait mieux qu'ils soient mortels. Mais en même temps, s'ils sont mortels, bon, c'est quand même pas sympa pour eux. Ça, c'est pas évident, quoi. Mettez-vous à la place de Dieu, c'est pas facile. Bon, mais à un moment donné, ils décident qu'ils seront immortels. Et alors, il faut l'annoncer aux humains, parce qu'évidemment, Dieu ne côtoie pas les humains, il est quelque part. Et donc il va envoyer un messager pour dire aux humains, pas d'inquiétude, tout va bien, vous êtes immortels. Et le message, c'est en fait celui-ci, c'est de dire, vous mourrez comme la lune, périodiquement, mais comme la lune, vous renaîtrez. Et donc il demande au lièvre d'aller porter le message aux humains. Et le lièvre part. Et puis, comme vous connaissez quelques fables, vous savez que le lièvre, quand il part, en fait, il est souvent distrait, il voit des trucs qui sentent bon, il commence à manger des trucs, tout ça. Il folâtre un peu et tout, il prend son temps, et d'où le message, voilà. Puis, en même temps, il a une cervelle de moineau, si je peux dire, le lièvre, et donc, il n'est pas sûr de se rappeler bien du message. Donc, il se dit, oui, alors le truc, c'est la lune. Qu'est-ce qu'il m'a dit déjà, la lune, le truc, vous mourrez. Ouah, il retrouve un autre truc qui sent bon, tout ça, bon voilà, et il finit par complètement se mélanger les pinceaux avec le message. Il ne se rappelle plus du tout, en fait, voilà. Puis il arrive finalement, super en retard, et puis il dit oui, alors oui, j'ai un message, en fait, oui. Alors, comme la lune, vous mourrez, mais contrairement à la lune, vous resterez mort. Voilà. Et je pense que c'est ça le truc, ouais, ça doit être ça. Ouais, bon, voilà. Et donc, mais c'est dit. Ah, ce qui est dit est dit. Et entre-temps, Dieu s'inquiétait un petit peu, mais il avait envoyé comme un deuxième messager pour être sûr du truc. Le problème, c'est que le deuxième messager, c'était le caméléon. Alors le caméléon, vous avez vu la vitesse, quoi. Donc il est arrivé avec le bon message, mais très longtemps après, ce qui fait que c'est le premier message qui fait force de loi jusqu'à présent. Mais du coup, Dieu n'a pas été content du tout. Et c'est pour ça qu'il a frappé. Et dans les textes qui racontent cette histoire, c'est des textes qui sont majoritairement khoisan, vous savez, les langues d'Afrique australe, les langues akliques. Le dieu en question, c'est Lune. Son nom désigne la Lune. Donc c'est la Lune, en fait, qui a décidé de ce message. On comprend pourquoi, du coup, comme la Lune, vous mourrez, mais vous renaîtrez. Lune est très en colère du fait que son message a été inversé. On appelle ça le mythe du message inversé ou du message perverti, prend un bâton et châtie le lièvre en le frappant du plus fort qu'elle peut. Et en fait, fait pas trop gaffe où elle tape sur la lèvre. C'est la raison pour laquelle le lièvre a la lèvre fendue. Donc des histoires comme ça, vous en avez des milliers. Si je commence, bon, ça va. Bon, voilà. Donc j'en raconte qu'une. Mais voilà, un exemple de type double rupture. Voilà, il y a un moment où c'est comme ça. Il se passe un truc là. C'est le lièvre qui fait une bêtise. Et maintenant, nous autres humains, nous sommes obligés de faire comme ça. Voilà. Et donc, ce type de récit, je vous le raconte. Qui ici pense que ce récit dit la vérité? Que c'est vrai que ça s'est vraiment passé? J'espérais que quelqu'un... Ah, quelqu'un qui lève la main. Non? Oui? J'entends même des gens qui rigolent, donc qui pensent que c'est plutôt rigolo que de dire la vérité, si je comprends bien. En fait, ça répond à la question comment on fait pour reconnaître un mythe. Un mythe, c'est les trucs bizarres auxquels les autres croient et qui n'ont rien à croire avec la vérité que moi je connais. Ça veut dire que pour reconnaître un mythe, en gros, la condition sine qua non, c'est l'altérité. Parce que dans les cultures dans lesquelles il s'énonce, le mythe dit toujours la vérité. Il dit le vrai, toujours, par définition, le mythe.
Si quelqu'un arrive et commence à dire « Ouais, mais cette histoire, attends, mais c'est un mythe, il ne faut pas prendre ça au premier degré, c'est symbolique, ou je ne sais pas quoi, comme par exemple le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Ouais, mais attends, mais tu ne vas pas calculer ça, puis dire ça fait 4000 ans, puis la Terre elle a été créée il y a 4000 ans, il faut prendre ça, c'est symbolique, ce n'est pas des années calendaires, voilà, comme les nôtres, tout ça c'est des périodes, il faut voir ça comme ça. Bon, ça veut dire, si je commence à faire ce genre de discours et si je commence à porter ce genre de regard sur le mythe, c'est que je n'y crois plus. Je ne pense plus qu'il dit la vérité. Ça veut dire que je me situe tout de suite dans un autre groupe que le groupe dans lequel le mythe est un vrai mythe et qui fonctionne comme mythe, c'est-à-dire qu'il dit la vérité. Et en gros, il y a deux sortes, et que je prends de la distance avec cette histoire. Je ne la prends plus pour la vérité, je commence à la questionner. À dire, oui, mais attends, c'est un peu bizarre, tout ça, bon voilà, la pomme, là, c'est quoi? D'abord, c'est mélone en grec, donc mélone, ça n'a jamais voulu dire pomme en grec, ça veut dire fruit. Hein. Bon, et puis ce mot grec, il vient de quel mot hébreu, s'il te plaît? Bon, voilà, il commence à poser des questions comme ça, ça veut dire que vous êtes déjà en train de vous éloigner sérieusement de l'attitude qui consiste à considérer que ce texte-là vous dit la vérité. Et en gros, pour s'éloigner d'un groupe, ou pour s'en tenir éloigné, pour remplir cette condition d'altérité, il n'y a pas 36 000 façons. Vous prenez de la distance. Et il n'y a pas 36 000 types de distance possibles. Il y a la distance temporelle et puis il y a la distance géographique. Alors la distance temporelle, c'est quoi? C'est regarder ce que racontaient les Grecs, par exemple. Alors, vous savez, quand vous demandez un dictionnaire de mythologie, en général, on vous sort un dictionnaire de mythologie grecque et la plupart des gens pensent que la mythologie, c'est la mythologie grecque. Bon. Ou gréco-romaine. Ou avec des fois un petit peu, dans les dictionnaires que vous trouvez, vous avez un petit peu de mythologie égyptienne. Voilà. Et puis, si vous cherchez de la mythologie sur les quelques 6700 peuples du monde qui sont actuellement connus, sans parler de tous ceux qui sont disparus, c'est pas là que vous le trouverez. Mais l'intérêt de la mythologie gréco-romaine ou égyptienne, c'est que vous en êtes éloigné. Vous avez une distance dans le temps, une distance temporelle. C'est loin. Alors on comprend qu'à l'époque, évidemment, les Grecs, les Égyptiens, ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour expliquer le monde. Tu comprends? Bon, ils n'avaient pas la science non plus, ou un embryon de science, mais c'était quand même pas ça, quoi. Hein, bon. Et donc du coup, voilà, c'était une tentative, c'était une pré-science, hein, une tentative d'explication du monde. Fraser, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, le Ramodeur et puis les deux bouquins là, c'est ce qu'il dit. Il dit que la mythologie, c'est une pré-science. Hein, c'est une tentative d'explication du monde avant que la science n'y arrive vraiment. Donc c'est pas mal, mais c'est pas réussi. Et donc mais c'est la distance temporelle qui vous permet de voir ça. Et alors du coup, là, comme je parle des Grecs, j'en profite pour dire ça, ça a posé des gros problèmes au temps de Fraser, parce que les Grecs étaient considérés il y a encore des gens qui sont capables de parler de miracles grecs, par exemple, ce qui est une ânerie. Hein. Mais les Grecs, ça fascine parce que c'est le parangon de la civilisation raffinée, et puis quand même la philosophie, quoi. C'est eux qui ont amené la philosophie, c'est eux qui ont introduit la réflexion rationnelle, tout ça, Aristote, les sciences naturelles, enfin la science, quoi. Bon, voilà, tout simplement. Hein, bon. Et en même temps, ces gens-là racontaient ce genre d'âneries que vous pouvez lire dans toute leur mythologie, là. C'est n'importe quoi, les histoires. Enfin, franchement, qui peut croire des âneries pareilles, quoi? C'est pas possible, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. L'histoire de coucherie abominable, d'inceste, de massacre et tout. Et puis encore, ça, c'est pas rien. C'est même pas le pire, quoi. Mais enfin, dès qu'on regarde un peu la création du monde et tout ça, c'est juste n'importe quoi. Bon. Comment c'est possible? Se demandait-on au temps de Fraser, donc à cheval sur le 19e, début du 20e siècle, encore. Hein. Comment c'est possible que des gens aussi, le parangon de l'intelligence et de la rationalité, aient pu croire des âneries pareilles, quoi. D'où la fameuse question, les Grecs ont-ils cru à leur mythe? Eh bien, une réponse a été de dire, ah oui, mais c'est parce qu'ils sont c'est une étape évolutive, vous comprenez? Il y avait les sauvages, hein, les naturels dont je parlais plus tôt, hein, donc eux, là, ils sont quand même un peu au bas de l'échelle, hein. Et donc eux, ils ont des explications du monde qui sont élémentaires, voilà, quand ils en ont, et puis alors là, du coup, c'est pas terrible. Et puis, nous, évidemment, on a la science, c'est pas pareil, hein. Évidemment, on ne va quand même pas tout confondre. Hein. Nous, on a la science,
On connaît la vraie explication du monde, hein, pas de problème. Mais c'est pas venu comme ça. Il y a tout un cheminement, et les Grecs font partie de ce cheminement. C'est une étape, mais alors ils se trouvent à un endroit du monde, de l'histoire de l'humanité, avec un pied du côté des naturels et puis un pied du côté de la civilisation et de la culture et de ce que nous sommes devenus, nous, quand même, un modèle universel. Et donc, voilà, c'était un moyen de s'en tirer, mais c'est un moyen qui tient absolument pas du tout la route. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, on pourra en reparler après. Mais en tout cas, je disais ça parce que là, on a la distance temporelle, mais il y a la distance géographique. Si vous regardez ce que racontent voilà, les Bororo qui a étudié Lévi-Strauss, ou les Samo qui a étudié François Héritier, si vous leur demandez si vous voyez ce qu'ils racontent sur l'origine du monde, de l'homme, de la mort, ça, c'est aussi du grand n'importe quoi. Qui peut croire des trucs pareils? Mais personne, évidemment. Hein. On voit bien que c'est de la mythologie. Pourquoi? Parce que vous avez la distance, vous avez une altérité telle que vous ne faites pas partie du tout de la même culture, vous voyez bien que vous avez une autre approche complètement différente, vous voyez bien que c'est complètement différent, et que vous connaissez la vérité, mais eux, évidemment, ils font ce qu'ils peuvent et ils racontent ça. Bon. Dans les deux cas, c'est une question d'altérité. Et l'altérité, c'est la condition sine qua non pour reconnaître les mythes. Ce qui veut dire ceci, c'est que c'est très facile de reconnaître les mythes des autres. La mythologie grecque, il suffit d'un petit coup d'œil, on voit tout de suite si c'est des mythes ou pas, hein, ce qu'ils racontent les textes. Égyptiennes, tout ça, et dans les récits de voyageurs et d'explorateurs et d'ethnologues aussi, c'est très facile, quoi. Mais parce qu'on a la distance. Là où c'est difficile, c'est qu'il existe un peuple dans le monde avec lequel nous n'avons aucune distance, ni temporelle, ni géographique, c'est nous. Et donc, reconnaître nos propres mythes, alors là, surtout si on sait et si on admet que le mythe dit toujours la vérité pour le groupe dans lequel il s'énonce. Là, ça devient difficile. Parce qu'il faut en sortir du groupe pour pouvoir reconnaître que c'est un mythe. Et donc, on est du coup confronté à cette histoire de croyance. Les mythes, donc, qui sont les récits dont j'ai parlé, avec les critères d'identification dont j'ai parlé, sont des récits, du coup, pour mettre tout le monde d'accord et fâcher personne, on va dire, c'est des récits auxquels on peut croire, ou certains croient, et d'autres non. Voilà. Dans les cultures dans lesquelles ils s'énoncent, ils disent la vérité, tout le monde y croit, mais voilà. Et puis moi, qui ne suis pas de cette culture-là, ou qui vois les choses différemment, qui est une autre culture, j'y crois pas. Voilà. Je ne crois pas que Zeus, un jour, a fait... voilà, je ne crois même pas qu'il existe, qu'il n'a jamais existé. Voilà, j'y crois pas, tout simplement. Et donc, on est là, avec une question redoutable, qui est celui de la croyance. Et on parle souvent des croyances, mais généralement aussi, quand on parle des croyances, c'est celle des autres. Les gens qui ont des croyances, c'est qu'ils croient des trucs bizarres, auxquels moi je ne crois pas. Hein. Sinon, je ne parlerai pas de croyances à leur propos. Et moi, je ne crois rien du tout. Moi, je connais la vérité. Ou alors, je me demande, je pose des questions, mais je n'ai pas de croyance, moi. Bon. Alors, ça vaut peut-être le coup de regarder un petit peu l'histoire autour du mot croyance. Il me reste combien de temps? J'ai l'air de passer du coq à l'âne, là, mais pas du tout. Hein. Combien? 15 minutes. Donc, je laisse côté un peu plus 16. Bon, allez, 15 et demi, dernier prix. 20 minutes, d'accord. Donc, croyance. Donc, rapidement, croyance. Donc, je laisse tomber l'histoire du mot et tout, mais qui est très intéressante. Pour dire simplement que vous subodorez, vous voyez bien où je veux en venir, c'est qu'il n'est pas possible et il n'est pas très constructif, en fait, de ne parler des croyants que des croyances. Parce que du fait même qu'on utilise le mot, il y a quelque chose qui s'appelle incroyance. Et donc, si on parle des croyances, il faut aussi parler de l'incroyance. Et donc, c'est le rapport entre les deux qui est intéressant. Et c'est le discours du croyant sur l'incroyant et le discours de l'incroyant sur le croyant qui est intéressant. Parce que sinon, si c'est de dire il y a des gens qui croient des trucs puis d'autres qui ne croient pas, ça ne va pas très loin. Et donc, c'est ça qui devient proprement une démarche anthropologique et intéressante. Et donc, je saute parce qu'il n'y aura pas le temps, parce que là, quand même, je veux vous parler un peu de ça. S'il est question de croyance, eh ben, très vite, il peut être question, et souvent les gens confondent les deux, de religion. Ça peut être synonyme même. Hein. Les gens qui disent « je suis croyant », par exemple, surtout s'ils disent « je suis croyant mais pas pratiquant », c'est qui désigne carrément tout de suite une religion. Et l'adhésion à
une religion. Donc la notion de croyance, évidemment, elle est liée à la notion de religion. Et alors, la question que je poserais volontiers, puisque j'ai parlé d'étymologie, et vous rassurez-vous, je n'ai pas mon pistolet à étymologie, hein, c'est pas ça le but. La question, c'est quelle est l'histoire de ce mot qui fait en ce moment, disons, parler de lui, hein, beaucoup de gens s'écharpent un peu autour des questions qui tournent et qui touchent à la religion, sans trop s'interroger sur ce que c'est, en fait, hein. Regardons l'histoire du mot. D'où ça vient, religion? Relier. Religare. C'est ce qu'on lit partout et ce qu'on entend partout. Religio, c'est religare, donc c'est le fait de relier, c'est ce qui nous relie au sacré ou à la divinité, et puis ce qui nous relie entre nous dans une croyance commune et une adhésion commune, etc. Ça, c'est une définition qu'on trouve très, très, très souvent, et qui est parfaitement fausse. Vous pourrez vérifier, je pense que la bibliothèque a des très bons dictionnaires étymologiques, et ça vous adresse, je vous donnerai des références de gens qui ont étudié cette question plus précisément. L'étymologie, c'est religere. C'est pas religare, c'est religere. Et le mot religion, au départ, veut simplement dire scrupule. Plaute, auteur latin comique, hein, a écrit, par exemple, dans un passage, il parle de quelqu'un qui l'a invité. Il dit, il m'a invité à manger, mais bon, j'ai eu scrupule, je n'y suis pas allé. Scrupule, le mot dans le texte, c'est religio, religion. Comment se fait-il que le mot scrupule, nous l'utilisions finalement, ce mot latin, pour désigner ce que nous appelons la religion? En fait, ça désigne un scrupule au départ parce que c'est une caractéristique de ce qu'on appelle, sans doute à tort, la religion romaine, latine. C'est que religio, c'était le scrupule, non pas de croire, ça ne consistait pas à croire particulièrement à des divinités, à des choses particulières, à adhérer à des récits particuliers et tout. C'était observer scrupuleusement les rites. Observer scrupuleusement les rites. Et donc religere, c'était vraiment ça, c'était être scrupuleux quant à l'observance des rites. D'où l'inverse negligere, qui est l'inverse, qui veut dire négliger. Celui qui néglige les rites, c'est pas bien, il n'est pas religieux dans ce sens-là. Et du coup, ça a donné religiosus, par exemple, religieusement, religieux, dans notre, nous en avons fait ce sens-là. Mais au départ, ça veut dire scrupuleusement, minutieusement, avec précaution et correctement. Voilà. Donc on a eu un énorme changement. Déjà pour mythe, on a eu un renversement complètement du terme, mais là aussi on a un changement de terme, pas un renversement, mais un changement complet. Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment se fait-il que, alors je ne vous jette pas du tout la pierre, hein, du tout, et que vous disiez, mais c'est religare, ça vous semble évident, hein, c'est religare qui veut dire relier, et donc avec tout ce discours sur ça nous relie et tout. Tout simplement parce que ça, c'est les pères de l'Église qui l'ont inventé. Et qu'on fait une étymologie à la fois savante et populaire. En fait, c'est une fausse étymologie qui n'est pas une étymologie linguistiquement recevable. Donc un linguiste, grand linguiste, Émile Benveniste, a démontré que cette étymologie-là, elle ne peut pas se défendre du point de vue linguistique, elle est forcément fausse. Et donc celle par religare, par relier, c'est une fabrication complète de pères de l'Église comme Lactance, par exemple, Tertullien, etc., qui ont, en fait, pour faire bref, parce que ça, je pourrais aussi vous donner des références où c'est expliqué très en détail, ça a été très étudié, malheureusement, ce n'est pas très diffusé. En gros, ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle le retournement de stigmate. Vous voyez ce que c'est? Un exemple super connu et facile à comprendre, c'est traiter les Noirs de nègres, ou de negro, hein, si on est anglophone, et que c'est très péjoratif. Voilà. Et que c'est reçu comme tel, comme les nègres, bon, voilà, c'est reçu comme très péjoratif. Et donc, à un moment donné, les gens qui sont ainsi désignés, stigmatisés par un terme comme ça, eh bien, peuvent, ça arrive régulièrement, pratiquer ce qu'on appelle le retournement de stigmate, qui consiste là, par exemple, à dire « Ah oui, on est des nègres. » Eh bien oui, on est des nègres, et on a une culture nègre, et on a une façon de voir nègre, et on a une fierté nègre, et ça donne la négritude.
Donc ça, c'est un retournement d'un terme qui était extrêmement stigmatisant, méprisant, etc. On le retourne pour en faire une fierté. C'est exactement ce qui s'est passé pour religion. Parce que ce terme est indissociable dans son sens, religio hein, en latin, c'est indissociable d'un autre terme, si on veut le comprendre, il fonctionne en couple, comme croyance, incroyance. Si on se braque que sur la croyance, on ne va pas comprendre grand-chose. Il faut regarder aussi qu'il y a l'incroyance. Et bien là, si on se braque sur religio, religion, hein, on va passer à côté d'un truc important, c'est qu'à côté, il y a superstitio, la superstition. Et les premiers chrétiens, qui étaient une petite secte, évidemment, qui avait des croyances, objet d'incroyance de la part de beaucoup de gens, et qui avaient des rites et des observations qui paraissaient extrêmement curieuses, ont été qualifiés de superstitieux. C'était des superstitiosi. Et non seulement ça, mais en plus, on a plein de textes de Pline le Jeune, par exemple, ou d'autres, qui vous expliquent que c'est non seulement une superstition, mais c'est une superstition extrêmement dangereuse. Et à l'époque, dire ça d'une pratique, c'était pas loin de condamner les gens à mort. C'était vraiment une accusation extrêmement grave. Tacite, par exemple, il parle du christianisme comme d'une superstition funeste. Donc, c'est pas vraiment un compliment. Qu'ont fait les pères de l'Église? Ils ont retourné le truc. Et évidemment, pour les gens qui portaient ces accusations, les chrétiens, c'était superstitieux, c'est dangereux, ça ruine la jeunesse. Eh bien, eux se considéraient comme pratiquants de la vera religio, la vraie religion. Il ne fallait pas confondre surtout la vraie religion qui était la leur, mais donc cette observance, des rituels, etc., et puis ce ramassis de superstitions super dangereuses que pratiquaient les chrétiens. Retournement des stigmates. Qu'ont dit les chrétiens? La vera religio, c'est nous qui la pratiquons. Les superstitieux, c'est les païens, c'est justement tous ceux qui nous accusent, ce sont eux les vrais superstitieux. Un coup de force incroyable, parce qu'il faut quand même oser retourner complètement le truc, et ça a marché. Ça a marché tellement bien que tous les missionnaires étaient quand même persuadés de propager la vraie religion. L'expression même de vraie religion, et puis de fausse religion ou de faux dieu, elle a été, et malheureusement elle est encore parfois, extrêmement fréquente. Le mot fétiche, feitiço en portugais, ça veut dire faux dieu. Et quand je vous parlais du président de Brosse qui écrit un livre sur le culte des dieux fétiches, c'est en fait sur le culte des faux dieux. C'est ça qu'il faut entendre derrière. Et les missionnaires ont passé toute leur vie et beaucoup d'énergie à détruire ce qu'ils appelaient les faux dieux. Pourquoi détruire les faux dieux? Parce qu'eux avaient le vrai Dieu et la vraie religion. Donc c'est quelque chose, d'accord, c'est de l'histoire qui remonte aux Romains, etc., mais ça nous concerne d'assez près, il me semble. Et puis, par exemple, même des gens vraiment qu'on ne peut pas accuser d'être des propagandistes de telle ou telle religion, je prends par exemple Durkheim. Durkheim, voilà, père fondateur de la sociologie que tout le monde respecte, etc. Quand il étudiait, il a beaucoup étudié, par exemple, les pratiques rituelles et les mythes d'Australie ou d'Amérique du Nord, eh bien, il opposait, je cite là, la magie puérile des Australiens et des Iroquois à la vraie religion qui se trouve au plus haut point possible de l'évolution. C'est pas le Moyen-Âge, hein, Durkheim. Bon. Donc, on voit très bien qu'on a un problème avec ce mot religion, problème qui perdure, et un moyen, quand on a ce genre de problème avec un mot, outre l'étymologie, un autre moyen rigolo, ça peut être très rigolo parce qu'on peut faire ça comme ça avec des amis, hein, c'est de le traduire, comme on le dit dans les autres langues. Voilà. Tu parles quoi comme langue, toi? T'es d'Afrique, t'es de Chine, t'es de je sais pas où. Bon, voilà. Dans ta langue, qu'est-ce que tu parles une autre langue que le français? Bon, d'accord. Comment tu dis religion? Eh bien, on s'aperçoit que dans l'immense majorité des langues du monde, il n'y a pas de mot pour religion. Ou quand il y en a un, il vient du latin. Parce qu'il était emprunté, parce que les missionnaires, quand même, ils ont beaucoup voyagé, ces gens-là. Hein, ils ont été un peu partout, et ils ont diffusé avec le christianisme, disons, tout le kit complet, avec le vocabulaire. Et les gens, ils n'ont pas toujours trouvé un mot dans la langue. On leur doit beaucoup de dictionnaires de langue et de grammaire, de langue vernaculaire, des gens qu'ils allaient
auxquels ils allaient faire découvrir la vraie foi. Mais très souvent, malgré leur bonne connaissance de la langue, ils n'ont pas trouvé dans la langue un mot pour dire vraiment religion. Et donc ils ont bricolé un truc, ou alors ils ont pris un autre mot de la langue et puis en le détournant de son sens premier, ou ils ont fabriqué un mot, ou les gens du pays aussi, voyant à peu près finalement de quoi ils parlaient, ont bricolé un mot à partir de ce qu'ils entendaient, religion, quelque chose comme ça, voilà, religion, bon, ils ont fabriqué un truc. Et quand on regarde, mais c'est vrai dans l'immense majorité des langues du monde, là je n'ai pas le temps de faire le tour, toute l'Afrique par exemple, il n'y a pas un mot dans les langues d'Afrique pour dire religion, un mot des langues originelles. Voilà. C'est un concept complètement introduit. Les langues d'Asie, c'est pareil. Les gens disent religion, évidemment. Il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. C'est que si on leur demande de traduire religion, ils vont utiliser un mot. Mais il faut regarder quel mot ils utilisent. Même en arabe, din. Que veut dire din réellement? Ça ne veut pas dire religion. Maintenant, oui, les gens l'utilisent comme ça. Mais ça veut dire jugement. Et c'est un mot qui est pré-islamique, c'est un mot qui était déjà utilisé en akkadien ancien, qui est la plus ancienne langue sémitique écrite quelques millénaires avant notre ère, quand même un petit peu avant le Coran. Donc voilà. Et puis par exemple dans le Coran, Dieu, un des noms de Dieu, c'est Ad-Dayan, c'est-à-dire celui qui juge, le rétributeur. Voilà. C'est pareil, c'est un mot qui est très largement pré-islamique. Voilà. Et puis la meilleure preuve que le sens est différent, c'est que si din, ça veut dire religion, alors il doit bien avoir un pluriel, puisqu'il y a plusieurs religions, et que dans le Coran, et comme dans la Bible, on combat les autres religions, et il n'y a pas de pluriel. Voilà. Donc le concept de religion, même si on peut le rendre actuellement en arabe par din, c'est pas du tout ce que ça veut dire, c'est un bricolage pour faire avec, quoi, voilà. Et donc on s'aperçoit en gros, et voilà, je vous fais ça très brièvement, mais parce qu'il y a une énorme littérature sur ces questions, on s'aperçoit que la religion comme concept, je ne dis pas telle ou telle religion, qui tout ont un nom là du coup, si on veut les appeler religion. Mais la religion, ce concept de la religion, ça n'existe que chez nous, ça. C'est une invention des chrétiens. C'est une invention chrétienne qui a eu un énorme succès grâce aux ailes bénévoles et désintéressées des missionnaires. Et que quand on parle du problème des religions, on est en fait en train de pratiquer un très, très, très remarquable ethnocentrisme. Et évidemment, comme pour les mythes, l'ethnocentrisme, on le voit très bien chez les autres, et on le voit très mal chez soi, quoi. Et donc, pour ne pas dépasser mon temps, je vais raccourcir tout ça, mais simplement terminer pour dire que toutes ces questions c'est des questions redoutables. Évidemment, là, j'en parle de manière simple, abrégée, à la limite de la trahison, parce que c'est très compliqué. Je pense que si on prend n'importe quelle histoire de n'importe quel mot, c'est en fait beaucoup plus compliqué que ce que je vous ai dit. J'en suis très conscient. S'il y a ici des hellénistes distingués ou des latinisants ou des spécialistes des langues africaines, ils vont pouvoir, aussitôt que j'aurai fini de parler, m'allumer gentiment en me disant « mais pas du tout, vous avez oublié tel truc et tout ». Je sais très bien tout ça, mais en gros, c'est quand même ça l'histoire. Et donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on a accès à ces choses qu'en arrivant à l'université, c'est que c'est extrêmement compliqué. C'est que c'est affaire de spécialistes, c'est affaire d'étymologistes, d'anthropologues très pointus, tout ça est très compliqué. C'est vrai, quoi, c'est très compliqué. Voilà. Mais, alors du coup, pourquoi s'y intéresser? C'est-à-dire que si on peut s'y intéresser, évidemment, parce qu'on a envie, moi je veux faire, quand je serai grand, je serai étymologiste, voilà, bon. Ou je serai anthropologue. Non, ça arrive quand même assez rarement, mais disons qu'on peut avoir envie de se spécialiser dans les langues sémitiques anciennes, par exemple, pour essayer d'élucider les histoires des mots, etc. Oui, bien sûr, quoi, voilà. Mais est-ce que c'est la seule raison possible pour s'intéresser à ces questions? Je ne crois pas. Moi, je crois que tout le monde devrait s'y intéresser. C'est pour ça que je pense que l'anthropologie, je propose, et avec quelques amis, quelque chose qui s'appelle l'anthropologie pour tous, c'est-à-dire que dès l'école primaire, on devrait être initié à ces choses-là et à l'anthropologie au sens large. Voilà. Pas pour former des anthropologues, ni en ayant la prétention que les gamins ou les profs même vont devenir anthropologues. Mais non. Mais si on apprend à compter, et on fait des mathématiques à l'école, c'est pas pour fabriquer des générations de mathématiciens. Si on fait de la physique au collège et au lycée, c'est pas pour former des physiciens. Et si on fait de l'histoire, c'est pas pour former des historiens. Donc on peut. Puis si on fait du français, c'est pas pour former des prix Nobel de littérature. Donc si on peut très bien imaginer qu'on va faire de l'anthropologie, pas pour former des anthropologues, mais simplement parce que
tout ce que je viens de dire, quoi que vous en pensiez, si vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec des trucs que j'ai dit, etc., tout ça, c'est quand même utile pour réfléchir sur le monde actuel. Ce n'est pas qu'une histoire d'érudition limitée, spécialisée pour des gens qui ont eu la chance de faire des longues études de doctorat et puis qui se spécialisent là-dedans et puis qui font des livres impossibles à lire, quoi, pour la plupart des gens, et perdus dans les rayons des bibliothèques, presque inaccessibles pour la plupart des gens, vraiment, quoi. Et je parle y compris pour moi, parce qu'il y a plein de trucs là-dedans, moi je ne comprends rien, quoi. Bon. Je crois que vraiment il y aurait tout intérêt à ce que tout le monde fasse un peu d'anthropologie, au moins pour ce qui est de la démarche. La démarche, c'est tout simplement, c'est très simple en fait, c'est sortir, trouver des moyens. Alors pas forcément aller passer 3 ans chez les Bororo ou chez les Barouya, hein, mais trouver un moyen de sortir de sa propre culture, hein, et pour reconsidérer la sienne avec un autre regard. C'est ce regard éloigné dont parle Lévi-Strauss, c'est-à-dire faire un pas de côté, faire un détour pour retourner à sa propre culture et élucider des choses qui, sans ça, nous seraient complètement invisibles à jamais. Voilà, c'est ça la démarche anthropologique. L'anthropologue, c'est celui qui part dans un pays lointain pour apprendre une autre langue, découvrir toute une autre culture, s'en imprégner, revenir chez lui, expliquer ça, faire des livres, etc. Oui, c'est ça l'anthropologue. Mais maintenant, il n'y a plus trop besoin, ça dépend où on habite, mais quand même, en beaucoup d'endroits, il n'y a plus besoin d'aller chez les Barouya pour rencontrer d'autres cultures complètement différentes de la sienne et des gens qui ont pour vérité des vérités complètement différentes de la nôtre. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est extrêmement important d'avoir tout le monde un petit peu, quoi, une démarche anthropologique qui consiste simplement à se connaître un peu mieux soi-même en faisant le détour par les autres cultures pour se changer un peu soi-même. Et du coup, c'est réciproque, changer notre regard sur les autres cultures. Et du coup, peut-être arriver à vivre les uns avec les autres un petit peu mieux que ce qui se passe actuellement dans beaucoup d'endroits du monde, y compris peut-être pas très loin d'ici. Et j'arrête là parce que sinon ça va durer des heures. Donc, voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cet exposé très clair et très, très vivant. On va passer à la séance de questions. Il y a déjà une question là-bas. Alors, petit point de rappel. On a à peu près 45 minutes. Oui, je vois mal l'heure. Mais on essaye de prendre une seule fois la parole et de ne pas être trop long pour que l'ensemble des gens puissent poser des questions, voilà, en fonction des demandes. Donc il y a une question là-bas en haut. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence. Personnellement, c'est vrai qu'elle aurait duré 3 heures de plus, ça ne m'aurait pas dérangé. J'avais juste une question par rapport à ce que vous avez dit, par rapport au fait que le mot religion est très peu utilisé dans beaucoup d'autres cultures. Est-ce que vous pensez que c'est parce que, de par notre histoire, enfin l'histoire en tout cas gréco-romaine, il y avait besoin d'identifier le mot religion, est-ce que ça incluait, alors que pour d'autres pays, d'autres cultures, c'est quelque chose de très naturel en fait. Et donc il n'a même pas besoin d'être nommé parce que c'est présent au quotidien. Je pense peut-être, je ne connais rien, mais à l'animisme, des choses comme ça, ou même connaissant un peu le Japon, des esprits qui sont présents, des kami. Et donc c'est quelque chose qui est tellement naturel qu'il n'a peut-être pas besoin de nommer. Alors, pour toutes les questions qui touchent à, du coup, alors la question c'est pas telle ou telle religion, mais c'est la religion. On a presque en un seul bloc, hein, la religion. Ça, c'est ça qui n'existe pas. Les religions, des pratiques qu'on peut appeler telle ou telle religion, oui, partout dans le monde, il y a des choses de ce genre, hein, voilà, que les gens identifient très bien. Mais là où il y a une spécificité quand nous parlons, nous, de la religion, ou le fait religieux, c'est dans son ensemble et dans son général, c'est englobé, c'est un terme très englobant, c'est une espèce de concept général qui laisse entendre qu'il y aurait quelque chose qui serait valable pour toute l'humanité, en y adhérant ou non, hein, mais qui serait valable pour toute l'humanité, qui serait la religion. Et du coup, on va aller s'adresser à des peuples dans le monde et on va leur parler de la religion ou voir quelle est leur attitude sur la religion, qui est quelque chose qui leur est complètement étranger. Voilà, c'est ça, là, si ça précise ce que je voulais dire. Voilà. C'est le concept dans son ensemble, hein, comme la religion. Ça n'existe pas, à part dans notre culture et les cultures qui ont adopté ce concept de nous. C'est moi qui donne la parole ou quelqu'un le fait? J'ai une question. Parce qu'il y a des gens qui lèvent le doigt désespérément. Après, c'est à vous. Hein. D'accord. Ouais, j'ai une question. Vous êtes revenu sur l'étymologie de plusieurs mots.
qui Je sait? suis là, au fond, Ah, d'accord. tout au fond. Ah oui, d'accord. Et vous avez dit que le mythe pour les Grecs peut être un simple récit. En fait, quelle est la fonction du récit dans une religion? Et qu'est-ce que le récit? Puisqu'en fait, on peut lire la religion de l'autre comme un simple récit. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire en fait. Je crois. Est-ce que vous pouvez revenir sur le terme de récit enfin, que vous êtes scientifique de l'humanité, qu'est-ce que le mot récit signifie dans l'humanité en fait? Enfin, quelle fonction il a? Alors, disons que, alors je réponds tout en affirmant autre chose. C'est que ma position personnelle, là, du coup, mais aussi d'un groupe d'amis, et puis que je pense que c'est une position qui mériterait peut-être d'être plus partagée. C'est que quand il est question de religion, de questions religieuses, de mythologie, etc., il y a des récits. Alors, c'est des histoires. Voilà, même si on fait aussi simple que ça, aussi banal que ça, c'est des histoires. Peu importe, c'est des histoires qui peuvent être ou non objets de croyance. Voilà. Donc il y a des gens qui y croient, des gens qui n'y croient pas, il y a des gens qui s'en fichent, il y a le droit parfaitement. Voilà. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est des histoires. C'est un commencement, voilà, puis ça se développe, il y a une fin, il y a même des classifications internationales de ces histoires, tout ça, ça a été étudié. C'est des récits au sens, on raconte une histoire. Au début, voilà, puis il se passe tel truc, et puis après il y a machin qui arrive, et puis une histoire. Voilà. Donc ma préconisation, c'est que on sait bien évidemment que ces histoires, et dans toutes les religions, on raconte des histoires, parce que ces histoires, donc qu'on appelle mythes, c'est pas n'importe quelle histoire, elles parlent de choses importantes sur le monde, l'humanité, son origine, son destin. Bon. Mais c'est des histoires qui sont racontées. Sauf que ces histoires sont incompatibles entre elles. C'est-à-dire que si je dis à la question de savoir d'où vient l'humanité, si je dis hop, elle est apparue comme ça. Ou si je dis oh, c'est une très longue histoire, puis je commence à raconter un truc. Ou si je dis c'est Dieu qui a créé le premier homme et la première femme. Ou un groupe humain. Déjà, c'est pas pareil. Ou si je dis non, en fait, c'était un couple divin à l'origine. Ou deux dieux, un bon et un mauvais. Ou toute une famille de dieux, etc. Je ne développe pas plus. Ou vous parliez des kami tout à l'heure. Donc les kami, là, au Japon, il y a des millions de dieux. Ce n'est pas 5, 6 ou 100, il y a des millions de dieux. Donc là, on voit très bien que si on se met du côté de la j'y crois pas, on ne va pas être d'accord, là, parce que ce n'est pas possible à la fois. Toutes ces histoires ne se valent pas de ce point de vue-là. C'est-à-dire que ça ne peut pas être à la fois pas de Dieu du tout pour celui qui est athée, par exemple, ou un dieu, puis aussi deux, puis aussi trois, puis aussi plein. Enfin bon, tout ça, ça ne peut pas aller ensemble, ça ne colle pas, quoi. Il y a un truc qui ne va pas. Et donc on peut assez facilement se mettre sur la figure. Si on tient vraiment son propre récit comme disant la vérité, ce qui est par définition la fonction du mythe, comment s'en sortir, quoi. C'est pas facile, a priori. Et ce qui se passe souvent actuellement, c'est que les gens, effectivement, se mettent sur la figure à différentes échelles. Ça peut être à l'école maternelle, mais ça peut être beaucoup plus large que ça. Et on voit bien aussi que quand les gens ont un récit de ce type important, si c'est pour expliquer pourquoi telle plante a la feuille de telle forme, puis j'ai une histoire, un mythe pour raconter ça, bon, c'est pas inquiétant, on peut même l'emprunter, c'est rigolo pour les enfants, tout ça, ça aide à mémoriser l'identification des plantes ou des oiseaux et tout ça. Bon, d'accord, les mythes étiologiques, on appelle ça. Ok, c'est pas grave. Mais quand on parle de l'origine de l'humanité, attention, là, c'est plus trop n'importe quoi. Les gens qui ont eu une histoire là-dessus, ils tiennent pas à en changer, généralement. Et puis, ils n'ont pas spécialement envie d'emprunter celle du voisin. Ils n'ont pas non plus envie qu'on leur dise « mais ton histoire est complètement débile, c'est pas du tout ça qui s'est passé, moi je vais te dire la vérité ». Ça ne marche pas. Donc que faire? C'est un grand problème actuellement, il me semble. Enfin, pas le seul, mais c'est quand même un problème dont on entend beaucoup parler. Que faire? Moi, je pense qu'il y a un truc très simple. C'est de dire, écoute, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en fiche complètement. C'est pas que c'est pas important, c'est pas que c'est pas intéressant, mais si on veut en discuter, pour en discuter, on va s'en fiche complètement. C'est-à-dire qu'on va laisser de côté cette question de j'y crois pas. On sait bien, d'accord, on le sait, ça on a vu, bon d'accord, c'est des histoires, puis il y a des gens qui y croient, puis des gens qui y croient pas, bon d'accord. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça va, basta, quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'elles disent vraiment les histoires? C'est ça qu'on peut regarder.
On peut regarder leur développement, leur structure, est-ce qu'elles sont d'un certain type, d'un autre type, est-ce qu'on peut les comparer entre elles, ça s'appelle de la mythologie comparée, mais on n'est pas obligé de le dire. Et puis on peut regarder leur histoire, il y a une histoire des histoires, les histoires n'existent pas de toute éternité, il y a des histoires qui sont apparues à un certain moment, voilà, au 7e siècle de notre ère par exemple, pour une certaine histoire d'un certain livre qui a une certaine importance en ce moment, ou beaucoup bien antérieurement pour d'autres histoires qui sont dans d'autres livres qui ont aussi une certaine importance en ce moment, voilà, et voilà, et comme ça on peut faire de l'histoire, des histoires, une histoire des histoires, les comparer, voir s'il n'y a pas une généalogie des histoires, parce que si on trouve un épisode dans une, puis aussi dans l'autre, ah tiens, c'est marrant, parce que c'est pas vraiment la même histoire, hein. C'est pas les mêmes gens, ils n'ont pas le même nom, tout ça, mais ça se ressemble quand même sérieux, hein. Et puis c'est marrant, parce qu'à chaque fois, il y a une histoire de... tous les gens, ils meurent, parce qu'il y a un truc avec l'eau, là, et tout. D'où ça vient, ça? Parce qu'on trouve ça dans les deux, c'est soit que c'est vrai, puis les gens, par tradition orale, hein, ils ont conservé le souvenir d'un vrai déluge. Bon, voilà, pourquoi pas, hein, simplement, faut voir. Bon. Ou peut-être qu'il y a une histoire qui l'empruntait à l'autre. Hein. C'est pas impossible non plus, quoi. Surtout quand on s'aperçoit qu'en fait, il y a une histoire qui est plusieurs milliers d'années plus ancienne, qui le raconte aussi dans les mêmes termes, quoi, avec plein de ressemblances telles que c'est pas un événement réel, c'est que c'est l'histoire qui a été empruntée. Dans les mythes sumériens, on retrouve des tas d'éléments, y compris linguistiques, qui sont dans la Bible. Bon. Donc si on fait ça, ça peut être fait de manière extrêmement complexe, avec des spécialistes, des langues anciennes et tout, évidemment, ça peut être très compliqué, mais ça peut être très simple, on peut le faire. Moi, on le fait avec d'autres profs, hein, avec des enfants. Hein. Tout est simple, hein, si on veut que ce soit simple, hein, puis si on veut que les autres comprennent, il suffit de faire un effort, hein, puis de ne pas faire le malin, pas faire le savant, en balançant sans arrêt son pistolet à étymologie ou à mot savant. Hein. Bon, voilà. Donc on peut faire ça simplement, et si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? On fait de l'anthropologie au sens propre, parce que chacun s'éloigne de sa propre adhésion à ces textes. Parce que le temps qu'on les regarde, qu'on regarde la structure, combien il y a de parties, est-ce qu'il y a une formule pour commencer? Souvent, c'est vrai, ça, dans les récits traditionnels, il y a une formule qui vous dit quelque chose, mais en fait, ça ne vous dit pas vraiment ce que ça a l'air de dire. Au fond, cette formule vous dit, attention, je vais vous raconter « Il était une fois » ou ce genre de formule. Hein. À l'origine des temps, si je dis ça, vous sentez bien que je ne vais pas raconter un truc banal. Hein, ça annonce quelque chose de l'ordre du mythologique. Et puis je vais avoir une formule pour finir aussi, parce que le temps de raconter cette histoire-là, c'est un temps qui va être un petit peu hors du temps, un peu spécial, et puis on ne peut pas passer tout son temps non plus à parler de choses sérieuses. Donc à un moment donné, on clôt. Donc il y a des formules de clôture de ces récits. Donc quand on regarde ce genre de choses-là, sur lesquelles on peut se mettre d'accord, parce qu'on se dit, il y en a une, il n'y en a pas une, on va regarder. Hein. Toi, tu dis qu'il y en a une, moi je dis qu'il n'y en a pas. Alors, regardons. Voilà. Toi, tu dis qu'il y a 5 parties dans cette histoire, moi je dis qu'il y en a 3. Regardons, on va compter. Attends, c'est quand même pas trop difficile, quoi. Hein. Bon, on va faire ça. Le temps qu'on fait ça, eh bien, on s'éloigne forcément de son adhésion personnelle à l'histoire, de sa croyance ou de son incroyance, ou de son refus d'adhérer à l'histoire, hein, ou le fait de la considérer comme n'importe quoi. Bon, simplement, on s'intéresse à l'histoire. Et du coup, là, on peut se mettre tous d'accord. Et tout en s'éloignant de l'adhésion première, immédiate, qui fait qu'on peut se fâcher. Et ensuite, une fois que ça c'est fini, parce qu'on ne peut pas faire ça toute la vie non plus, hein, je suis bien d'accord, une fois que c'est fini, chacun peut croire que l'histoire est vraie ou pas vraie, mais sache que ton histoire, que tu penses qu'elle est vraie, en fait, elle n'existe que depuis une époque extrêmement récente, qu'elle n'existe que dans une toute petite province du globe, hein, et qu'il y a environ 6700 autres peuples sur ce globe qui, eux, pensent, pour la même explication, ont des histoires complètement différentes de la tienne. C'est pas pour ça que c'est tous des débiles, quoi. Voilà. Si on fait comme ça, eh bien, je pense qu'on avance un petit peu sur le chemin d'une compréhension mutuelle et puis d'un apaisement des relations à propos de ce que nous appelons la religion. Merci beaucoup pour votre conférence, dont j'apprécie particulièrement la conclusion. Je voudrais revenir sur la partie que vous avez analysée concernant le mythe et la vérité. Vous avez demandé même est-ce que c'est vrai ou pas vrai. Et je voudrais voir comment on peut analyser ceci entre pensée abstraite et pensée imagée. Parce que beaucoup de récits sont vrais, pas forcément au sens du détail du récit, mais vrais au sens profond, abstrait, dirait-on, du terme.
Personnellement, j'en sais rien. Peut-être, oui. Mais c'est une façon d'approcher ces récits. Et particulièrement, c'est une façon d'approcher les récits auxquels on ne croit pas. C'est la raison pour laquelle, je crois, il y a un énorme succès depuis quelques années des livres de contes et des contes en général auprès des enseignants ou de certains travailleurs sociaux, disons pour faire large, qui utilisent le conte non pas comme une histoire à laquelle on va croire, bon, parce que justement le conte c'est un mythe laïcisé, c'est généralement le conte merveilleux en tout cas, c'est un ancien mythe auquel plus personne ne croit dans l'endroit où on la raconte. C'est pour ça que c'est plus un mythe, c'est devenu un conte. Donc il a une fonction simplement de délectation. On aime bien, parce que nous autres humains sommes faits de telle manière que nous aimons bien raconter des histoires. Et si une histoire est bien racontée, nous aimons bien l'entendre. Et si elle a vraiment été bien racontée, une fois qu'on a entendu une belle histoire, on n'a qu'une seule envie, c'est de la raconter aussi. Et donc voilà, du coup, on n'y croit pas à ces histoires. Mais l'idée qui est répandue, sur laquelle j'ai des opinions, mais voilà, je n'ai pas rien de très intelligent à dire à part ça, c'est qu'il y aurait dans ces histoires un sens profond, donc par exemple archétypal, ou qu'il y aurait des choses à voir avec notre psyché profonde, etc. Et que donc ces histoires peuvent être utiles, peuvent être utilisées, pour ne pas dire instrumentalisées, à des fins, par exemple de thérapie, ou voilà, bon. Bon, grand bien face à ceux et à celles qui font ce genre de choses. Je ne suis pas bien sûr qu'ils sachent exactement ce qu'ils font, mais je ne suis pas sûr que ce soit sans danger. Et je trouve que c'est un peu dommage pour les histoires en général. Mais bon. Question par un téléphone. Je suis très réservé sur ce genre d'interprétation, mais voilà, chacun. C'est ce que je disais. À la fin de ce qu'on peut faire d'observation sur les histoires, de regarder comment elles sont, etc., les comparer et tout. Après, chacun rentre chez lui et chacun pense ce qu'il veut. Hein. Voilà. Mais... bonsoir, monsieur. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié votre présentation. Je me permets de faire juste une remarque, puis je vous poserai deux questions. La remarque porte exactement sur ce dont vous étiez en train de parler concernant cette démarche qui pourrait être universelle, après tout, entre des gens qui croient à des choses très différentes, enfin qui adhèrent à des choses très différentes, en leur disant, allez, oublions d'abord ce à quoi tu adhères, regardons la chose. Sauf que il y a des individus ou des peuples qui ne sont pas prêts à regarder la chose comme si elle était à l'extérieur d'eux. Je pense que quand certains individus adhèrent à une réalité qu'ils vont juger comme sacrée, intouchable, leur proposer la démarche qui est la vôtre, qui est, on va dire, une démarche un peu de la pensée libre, ça peut leur être effectivement très difficile. Moi, je me rappelle un élève, il était musulman, le fait simplement de montrer son Coran et que je le vois, alors que je n'étais pas vraiment peut-être dans un état de pureté, je parle pour cet enfant-là, ça ne veut pas dire évidemment que ça vaudrait pour tous les musulmans, on est bien d'accord. C'était déjà quelque chose, voyez, qui pour lui était inacceptable. Alors vous imaginez bien que se mettre l'objet à distance de soi, avec quelqu'un en plus qui ne le partage pas. Voilà, ça c'était ma remarque, je vous laisserai réagir à ça. Alors maintenant, j'ai deux questions. L'une qui est vraiment très ponctuelle sur le mot lui-même. Il me souvient d'un ouvrage que je n'ai jamais lu et qui s'appelait « Le mythe du XXe siècle », écrit par le fameux Rosenberg, le mythe, enfin, vraiment des piliers de l'élaboration du mythe arien. Il l'a nommé, il l'a appelé le mythe du XXe siècle. Ce serait intéressant de réfléchir pourquoi il dit le mythe du XXe siècle plutôt que l'histoire ou la biologie des races. Voilà. Et la question, donc, on va dire plus au fond, parce que je pense que c'est sur ce point-là que vous travaillez, et je suis absolument, moi, très intéressé par votre démarche, c'est que vous avez très bien dit qu'un mythe, c'est quelque chose qu'on peut très bien voir chez l'autre, mais on peut beaucoup moins le reconnaître pour soi-même. Est-ce que ça veut dire que l'anthropologue que vous êtes,
qui est capable de prendre de la distance, même par rapport à soi, est capable d'interroger un certain nombre d'histoires ou de constructions qui nous sont familières et de les faire apparaître comme mythes. Voilà, merci. D'accord. Le premier point, bien sûr, parce que là, l'exemple que vous avez donné, ça touche à quelque chose de l'ordre du sacré, et donc évidemment, par définition, mais c'est pareil, le sacré et le profane, ce serait un long développement, parce que c'est aussi une notion extrêmement discutable. Mais admettons là juste pour 5 minutes, un objet sacré, donc par définition, ne peut pas être mis en contact avec quelque chose qui ne l'est pas, etc., etc. Bon, voilà. Mais c'est un cas particulier qui n'empêche pas du tout la possibilité de mise à distance, mais c'est surtout pas, l'idée n'est surtout pas de présenter ça comme une mise à distance, parce qu'en fait, ça peut être même un renforcement de proximité, parce que si vous avez quelqu'un dont les croyances ne sont pas les vôtres, qui adhère à un texte mythique qui est pas du tout, que vous considérez pas du tout, que pour vous, ça n'a aucun rapport avec une vérité quelconque, un moyen d'en parler, c'est justement de vous y intéresser. C'est de dire « Ah, je ne connais pas, moi, c'est pas ma culture, quoi, du coup, hein, je ne connais pas, est-ce que tu peux m'expliquer voilà, ah bon, je ne savais pas, le Coran, donc il ne faut pas le toucher. Ah bon, je ne savais pas. Pourquoi voilà. Et si je serais très surpris que les gens tournent le dos. Bon, voilà, ça peut arriver, bon, évidemment, mais quand même, si on s'intéresse en disant « Mais c'est intéressant, pourquoi j'avais jamais pensé à ça, en fait, ouais. » Bon, si on prend cette attitude, je pense que ça change beaucoup les choses. Hein, voilà. Et pas une attitude d'enquête ou quoi, mais simplement une attitude humaine, de curiosité vers l'autre, en disant « Ah ouais, je ne savais pas, bon, bah excuse, hein, mais bon, voilà, tu peux m'expliquer un peu, parce que là, bon, tout simplement, dans le genre, simplement, je suis de... C'est exactement la situation, en fait, de l'anthropologue qui va dans une autre culture, mais là, c'est ici, hein, voilà, mais qui va dans une autre culture. Et je crois que c'est Godelier qui raconte ça, qu'à un moment donné, alors qui ne sait rien faire du tout, il ne sait pas jardiner, il ne sait pas se nourrir, il faut tout lui faire, etc. À un moment donné, je sais plus, il donne un coup de pied dans une pierre et tout, et c'est une catastrophe absolue, parce que c'était une pierre dans laquelle il y avait un esprit, tout le monde le savait, sauf lui, quoi. Bon, voilà, quoi. Et donc, il fait une énorme bêtise, quoi. Mais tout le monde lui pardonne, parce que c'est vrai qu'il est niais, le type, quoi. Il est complètement niais, tout simplement, au sens fort du terme, quoi. Il débarque, quoi, complet, quoi. Donc il fait une grosse bêtise, mais on ne peut pas lui taper dessus, parce que vraiment, il est trop niais. Et bien là, c'est pareil. Vous posez une question de niais. Je vous dis ça, évidemment, vous voyez dans le sens auquel je le dis. Hein. Vous posez une question de niais. Et alors, quand vous êtes reconnu comme niais, mais personne ne vous en veut, parce que voilà, on peut vous en vouloir quand quand on vous soupçonne voilà, d'avoir une idée derrière la tête, je sais pas, de manipuler un peu, de chercher, je sais pas quoi. Bon, voilà, on vous soupçonne de quelque chose, donc ça va pas. Mais si vous êtes niais, ça pose aucun problème, les niais, c'est sympa, et voilà, et on va les renseigner, on va les aider, parce que les pauvres, c'est tout seul, et ça va pas aller loin. Bon, voilà ce que je préconise comme. Deuxième question, Rosenberg. Alors. J'avoue que je ne sais pas pourquoi il l'a appelé le mythe. C'est un livre absolument abominable, hein, pour les gens qui ne le connaissent pas. C'est un livre hyper raciste. C'est une catastrophe absolue, évidemment, ce livre. Mais je ne sais pas pourquoi il a choisi ce terme. Vous le savez? Oui. C'est par rapport à la manipulation des Juifs. Oui, c'est ça. Et que donc c'est une adresse à... Voilà. Donc c'est un retournement du... Oui. Oui, parce que bon, c'était un peu une espèce d'intellectuel du régime, enfin, bon, qui n'a pas été très suivi en plus. Bon, voilà. Voilà. Mais faut quand même savoir que ce genre de livre, qui est donc un livre qui est une espèce de Bible, de Bible parascientifique, parce que ça se veut scientifique, mais c'est juste du grand délire, parascientifique du Troisième Reich, hein, qui prône l'extermination des Juifs, etc. Ce genre de livre, il est très diffusé sur Internet actuellement dans les milieux néo-droitiers, hein, parce que je ne sais pas s'il n'est pas interdit en France. Ça fait partie de ces livres, en tout cas, que si on le trouve, si on veut le chercher comme... commandez-le chez votre libraire, à mon avis, ça ne va pas le faire, quoi. Donc, mais par contre, sur Internet, vous le trouverez assez facilement, quoi. Et il faut savoir que ce type de livre est malheureusement très, très, très répandu. Voilà, donc effectivement, d'accord, le mythe, c'était désigné comme... oui, ça visait les Juifs. Bon.
Et oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais du coup, prendre le mot mythe comme justement comme un stigmate, comme exactement comme les, enfin exactement, pas exactement, mais un peu comme l'opposition superstitiosie. Hein, voilà, les gens qui tiennent une place et un discours insupportable, quoi. Si je comprends bien, c'est ça. Hein. Mais je ne savais pas. Bon, voilà. Je connaissais le livre, mais je ne savais pas. Alors, monsieur et mademoiselle là-bas. Une simple question. Est-ce que vous êtes darwinien? Je suis darwinien? Oui. C'est une religion particulière, ça? Non, c'est pas. Non, c'est simplement une question. C'est pas une religion. Si je pense que vous voulez dire, est-ce que je pense que la théorie de l'évolution est la meilleure pour expliquer? Oui, bien sûr. Oui, je suis pas lamarckien, si vous voulez. C'est ça que vous voulez dire. Bonsoir, moi je voulais savoir, à un moment il me semble que vous avez dit que vous n'avez pas de croyance. Du coup je voulais voir avec vous si c'est compatible le fait d'adhérer à une religion, de la pratiquer, et l'anthropologie, si ces deux choses sont compatibles ou pas. Ah. Le début, j'ai dit que moi j'avais pas de croyance. Il me semble qu'à un moment vous non, avez... Je ne crois pas que tu aies dit ça. Non. Bon, bah. Alors faut que non. Je me soigne. Non, je n'ai jamais dit une chose pareille. Est-ce que, donc, adhérer à une, si je comprends, la question c'est plus, est-ce que adhérer à une religion, être religieux chrétien, par exemple, ou musulman, c'est un problème si on veut être anthropologue, c'est ça? Ou est-ce que c'est compatible? Ben, évidemment que non. Évidemment que non. Parce que, à la limite, la question c'est est-ce que être humain, c'est compatible pour faire de l'anthropologie, quoi. On a tous des prénotions, des préjugés sur les autres, sur nous-mêmes, sur tout, en fait. Et l'anthropologie, c'est un moyen d'essayer de s'en débarrasser un petit peu, mais jamais complètement. Hein, et de faire abstraction de ce qu'on pense être justement la bonne position, la façon de faire, etc., pour voir un peu comment c'est chez les autres, pour revenir chez soi, pour se dire « Ah, ce que je croyais, en fait, complètement évident et tout, ne l'est pas tant que ça. » Si je retrouve, pour ne pas trop vous embêter, je vais vous lire un truc, parce que du coup, ça me fait penser à une chose. Voilà. Parce qu'en fait, la démarche que je préconise, là, et toute cette histoire, souvent ce qui est répondu ou soupçonné, ou l'accusation qui vient parfois chez certains, c'est de dire « Ouais, mais en faisant ça, par exemple en s'intéressant particulièrement aux façons de voir des autres, etc., et ça rejoint peut-être un peu la question sur Darwin, vous risquez de faire le lit du communautarisme. Hein, que les gens, du coup, chacun sa croyance, chacun sa culture et tout ça, et on développe un truc qui fait que, en fait, plutôt que de trouver un moyen de résoudre des conflits, on va plutôt nourrir la condition de ces conflits. Hein, voilà. Et donc là, moi, pour répondre à ça, et ça répond aussi à la question, mais indirectement, hein, je vous lis une petite réponse de Lévi-Strauss à cette question-là. Si ça ne suffit pas, on pourra continuer à parler. Hein. L'anthropologue ne propose pas à ses contemporains d'adopter les idées et les coutumes de telle ou telle population exotique. Notre contribution est beaucoup plus modeste. L'anthropologue révèle que ce que nous considérons comme naturel, fondé sur l'ordre des choses, se réduit à des contraintes et à des attitudes mentales propres à notre culture. Elle nous aide donc à comprendre comment et pourquoi d'autres sociétés peuvent tenir pour simples et allant de soi des usages qui, à nous, paraissent inconcevables et même scandaleux. Voilà. La leçon de l'anthropologie, mais ça vaut du coup pour la religion personnelle, les adhésions personnelles ou politiques ou n'importe quoi, tout notre fond de choses auxquelles on adhère, parce que c'est pas possible d'adhérer à rien hein, quand on est humain. Bon, la leçon de l'anthropologie, donc, c'est de s'apercevoir, parce qu'on fait le détour, on fait un pas de côté, on passe par d'autres cultures, sinon si on reste chez soi tout le temps, on ne le verra jamais. C'est s'apercevoir que tout ce que je pensais naturel ne l'est pas. Et qu'en fait, il y a un piège
énorme dans lequel, moi et tout le monde, hein, nous tombons, nous autres humains, qui est le piège de l'ethnocentrisme, qui est un des grands universaux des cultures humaines. Et le piège, c'est de se dire que notre façon de faire est naturelle, qu'elle est normale et que les autres sont quand même bizarres. Hein. À part moi, les autres sont bizarres. Hein. On peut résumer ça comme ça. Hein. À part moi, les autres sont quand même bizarres. Et en fait, moi, ce que j'ai comme réflexion, voilà, j'aime bien dire que plus une chose vous paraît naturelle, plus elle est culturelle. Ça vaut pour tout, y compris des choses qui vous paraissent vraiment très naturelles. Voilà. Et ça, pour s'en apercevoir, c'est pas facile du tout. Pas besoin de donner des exemples parce que ce serait trop long, mais les questions de genre, etc., en ce moment, bon, voilà. Encore une fois, merci beaucoup pour votre présentation. Je voudrais simplement être sûre d'avoir bien compris ce que vous venez de dire. Donc en fait, l'anthropologie, être anthropologue, c'est peut-être simplement le fait d'admettre la pluralité en fait, des croyances, notamment enfin, sur le point du coup des croyances, des religions, d'admettre la pluralité sans pour autant gommer tout ce qu'on a, tout ce à quoi on adhère peut-être nous, en fait, non ? Oui, bien sûr. Parce que de toute façon, c'est même pas, ce serait pas un but dans la vie. Ça, c'est même pas possible, c'est même pas envisageable. Hein, et pourquoi le faire, hein. Bon, le but, c'est simplement de s'apercevoir, mais simplement par ce détour, par d'autres cultures, de s'apercevoir que ce que je croyais unique, mais ça vaut pour les croyances de type religieux, mais ça vaut pour tout, ne l'est pas, et c'est pas naturel du tout. L'anthropologue qui va sur un terrain éloigné, étranger, chez les Barouillas de Nouvelle-Guinée, voilà, il est comme un petit enfant, il ne sait rien. Donc il faut qu'il apprenne la langue, etc. Et tout. Mais il ne sait pas, quand on rencontre quelqu'un, ça arrive tous les jours, non ? Ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un ? Bon, qu'est-ce que vous faites quand vous rencontrez quelqu'un ? C'est évident ? C'est naturel ? Qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre quelqu'un ? D'abord, c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est le patron, c'est la secrétaire du patron, c'est je ne sais pas quoi, moi. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites la même chose pour tout le monde ? Allez, une grosse bise sur la bouche, quoi. Hein ? Bon, non. C'est compliqué. Vous avez sur Internet, vous trouvez facilement des cartes, vous savez, sur le nombre de bises qu'on fait réparties en France. Il y a des endroits où c'est une bise, des endroits où c'est pas de bise du tout. Il y a des endroits où c'est 2 bises, 3 bises, 4 bises, parfois plus, etc. Imaginez l'étranger qui arrive, ou déjà touché, imaginez que vous êtes japonais, par exemple. Hein. Les bises... Regardez sur Internet, vous allez trouver la vidéo de... Alors, je crois que c'est un ambassadeur du Japon qui rencontre Trump. Ah, évidemment, il aurait pu rencontrer quelqu'un d'autre, hein, mais bon, il a rencontré Trump. Et donc, il lui serre la main. Et Trump, il lui serre la main, mais genre à 2 mains, comme ça. Et l'autre, il est absolument liquéfié, quoi. Il est complètement tétanisé, il est comme ça, mais ça se voit, c'est absolument horrible. C'est dur, des plombes. En plus, l'autre, il est là, comme ça, pour la télé. C'est absolument atroce. Et à un moment donné, il le lâche. Et il y a l'autre, il est comme ça. Mais c'est incroyable, quoi. Voilà, c'est un exemple magnifique. Mais là, ça fait rigoler, évidemment. Mais c'est pas si rigolo, au fait. Hein. Et si vous pensez à toutes les histoires qu'on nous a fait sur « Ah, à telle école, il y a le père qui n'a pas voulu serrer la main de l'institutrice. Ah, et alors, so what ? Faites la bise à tout le monde, vous ? Aux hommes comme aux femmes, par exemple ? So what ? Bon. C'est compliqué. Tout ce qui paraît naturel ne l'est pas. Voilà. Et une chose aussi simple et aussi quotidienne et aussi fréquente que rencontrer quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait ? Comment je me tiens ? Si je suis au Japon, je fais une courbette. Alors on apprend ça très vite, je fais une courbette. Ouais, d'accord, mais il y a courbette et courbette, mon gars. Voilà, l'angle, ça compte. Voilà. Donc il faut connaître, savoir à qui tu as affaire, parce que si tu te courbes trop, ça fait quand même un peu lèche-botte, quoi. Hein. Si tu te courbes pas assez, ça fait quand même le gars qui se la pète, bon, etc. Donc c'est très compliqué. Les rites, ce qu'on appelle en anthropologie les rituels d'adresse, qui est un truc très simple que nous pratiquons tous, tout le temps, forcément, puisque à moins d'être complètement seul, quoi, hein, mais tout le monde fait ça dans toutes les cultures du monde. Voilà. Et c'est hyper compliqué, il n'y a rien de naturel là-dedans. Bon. Pour se rendre compte que ce n'est pas naturel, le seul moyen, c'est de rencontrer quelqu'un un jour que ça choque, ce que vous faites, alors que vous ne vouliez pas le choquer, hein, ou qui fait quelque chose de complètement différent, et ça vous choque. Donc ça, c'est vrai pour ça, mais c'est vrai pour tout.
Voilà. Et donc, l'anthropologie, c'est ça. Ça veut dire, une fois que vous revenez du Japon, vous n'allez pas vous mettre à faire dire c'est nul, le coup de serrer la main, là, c'est vraiment nul, quoi. Et puis la bise, je t'explique pas, quoi. Le bon truc, c'est les courbettes. Bah non. Hein. Ben non, vous continuez à serrer la main comme vous faisiez, ou faire la bise, ou 3 bises et puis pas 4 comme vous faisiez. Voilà, il n'y a pas un problème. Mais vous avez fait une démarche qui, vous savez, vous avez voilà, un tout petit recul sur votre pratique et vous savez que c'est quelque chose qui est construit. Voilà. Et donc, si vous voyez chez quelqu'un d'autre quelque chose qui vous choque dans ce même domaine, par exemple le rituel d'adresse, eh bien, vous êtes sur la bonne voie de ne pas vous fâcher, de ne pas vous offusquer, parce que vous aurez compris par vous-même, mais c'est aussi une expérience personnelle, ce n'est pas juste intellectuel, vous aurez compris que ça, c'est construit. Voilà. Et c'est vrai pour tout. Voilà. C'est vrai pour la langue, c'est vrai pour les religions, c'est vrai pour la façon de manger, comment on mange. Vous êtes invité à manger. Qui commence? Voilà. Vous arrêtez quand de manger? Mangez tant que vous avez faim? Ou qu'est-ce que vous faites là exactement? Sans même parler du couteau à droite, la couveuse, c'est comment déjà? Bon, tout ça. Voilà. Et pour boire, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, voilà. Il faut dire un truc avant ou rien. Voilà. Et après, quand c'était bon, on le dit pas. Qu'est-ce qu'on fait pour montrer que super? On fait super. Non, ça va pas le faire dans certaines cultures, quoi. Hein. Donc tout ça, c'est compliqué. C'est hyper simple, mais c'est hyper compliqué. Et ça, c'est de l'anthropologie. Voilà. Ce pourquoi tout le monde a quand même intérêt à en faire un petit peu. Voilà. Bonjour. Ah, ici. Je vois rien, je suis complètement aveuglé, moi. Donc, j'ai un énorme trou noir. Ici, par là. Alors, j'ai bien compris tout votre point sur la croyance, etc. Mais alors, est-ce que ça voudrait dire que les athées ont des croyances, mais qu'ils ne le savent pas? Et du coup, ça serait en fait... Leur dire, hein, parce que... Non, mais ça serait dans quel domaine? Est-ce que, par exemple, la médecine, ça remplacerait un peu la religion d'autrefois, de nos jours, la science? Et puis, j'ai une autre question aussi. Est-ce que vous auriez des ouvrages à nous conseiller pour, on va dire, les jeunes qui s'intéressent un peu à ces questions, mais quelque chose d'assez simple de premier abord, quoi. Alors, vous n'avez pas une question plus simple, là? La première question, en fait, ça touche à un truc un peu redoutable, qui est le rapport entre mythe, religion, science. Mais ça aussi, il y avait la question darwinienne, là, peut-être aussi un peu. Il y a une chose commune à tous ces ensembles, c'est le fait de raconter des histoires. Voilà. La différence de fond, c'est que les histoires de type mythique, mythologique, lorsqu'elles disent la vérité, donc dans les lieux où elles s'énoncent, etc., comme j'ai expliqué, en fait, dévoilent la vérité. C'est un dévoilement. Vous ne savez pas pourquoi les humains sont mortels. On vous raconte une histoire qui vous dévoile la vérité. On vous montre la vérité. Ça, c'est un type d'histoire qui se différencie énormément d'autres histoires qui sont les histoires que racontent les scientifiques, qui, d'une certaine manière, dévoilent la vérité, mais vous la démontrent. Ce qui est complètement différent. C'est une démonstration. Dans les deux cas, il s'agit, on peut dire, aussi d'une vision du monde. C'est-à-dire, derrière ces histoires, il y a une façon de voir le monde. Je ne vois pas le monde de la même manière si je pense que c'est un Dieu qui a créé les animaux d'abord, et puis l'homme ensuite, puis la femme ensuite, ou d'abord la femme, puis ensuite l'homme, puis ensuite les animaux, ou n'importe quel ordre, parce qu'il y a tout et son contraire dans les histoires. Bon, c'est pas la même chose si je pense ça, et c'est pas la même chose si je pense qu'il y a eu évolution, les unicaryotes et les protocaryotes et tout ce que vous voulez, que l'arbre du vivant, Darwin et compagnie. C'est pas du tout la même vision du monde, c'est pas possible, c'est une vision du monde différente. Donc ces visions du monde sont différentes, mais elles se transmettent en racontant des histoires. Voilà. Et la grosse différence entre la vision du monde scientifique et la vision du monde de type mythique, c'est qu'il s'agit toujours d'une vision du monde, mais que la vision du monde de type scientifique, c'est une vision du monde modifiable. C'est une énorme différence. La vision du monde mythique consiste le mythe vous dévoile une façon de voir le monde, et on voit bien en les comparant qu'il y a plein de façons différentes de voir le monde. Voilà. Le mythe vous dévoile une façon de voir le monde définitive. Hein? On raconte qu'au départ, il y a un dieu qui a créé un couple, le premier couple humain, que ça baignait tranquille dans un super jardin, puis que
À un moment donné, ça foire un peu. Bon, voilà, on raconte ce truc-là. On ne va pas faire des recherches et puis ensuite vous dire « Ah non, en fait, non, c'est pas ça. En fait, il n'y avait pas un dieu, il y en avait 5. Excuse-moi. Enfin, on a fait des recherches, là, et du coup, maintenant, on s'est trompé. Il y en a... Mais non, ça ne marche pas comme ça, la mythologie, évidemment. Par contre, la science, ça marche comme ça. Évidemment, quand on vous dit une histoire et qu'on vous présente une vision du monde, et il y en a d'autres, sauf que cette vision du monde-là, elle est modifiable. Parce que si vous avez votre vision du monde et que quelqu'un vous dit « Ah oui, mais... » Ouais, jusque-là, c'est bon, mais excuse-moi, parce que là, on vient de trouver un truc qui fait que ça colle plus. Voilà, ça colle plus, donc il faut revoir l'affaire, là, hein, voilà, revoir la copie. Et les gens le font. Alors, ça ne pose pas de problème. Enfin, ils ronchonnent hein, quand même. Hein. Personne n'aime changer. Voilà, quand on est devenu célèbre avec une théorie, on n'a pas envie que quelqu'un arrive et dise tout ça ne tient pas debout. Bon, évidemment. Hein, voilà. Mais ça se fait quand même. Et ça, c'est la grosse différence. Voilà. Ça, c'est au niveau de la pratique, de la fabrication et du fonctionnement vu du côté de l'émission. Mais du côté de la réception, il y a un problème. C'est que du côté de la réception, pour le mythe, nos problèmes. Parce qu'évidemment, on va raconter une histoire, on vous dévoile la vérité, tranquille. Vous êtes dans une culture dans laquelle vous ne savez même pas qu'il y a d'autres vérités possibles. Donc c'est la vérité, point à la ligne. Vous allez la transmettre à vos enfants. Ça va continuer longtemps comme ça, il n'y a pas de problème. Tant que vous ne rencontrez pas quelqu'un qui va vous dire « hein, bon. Si c'est une histoire de type scientifique que vous racontez, ça veut dire que vous avez une démonstration. Si vous dites « moi je ne suis pas d'accord là », donc tu dis ça là, mais comment tu le sais d'abord ? Eh bien vous êtes capable de dire comment vous le savez. Et ce n'est pas parce que votre grand-mère vous l'a raconté. C'est parce que vous allez pouvoir faire une démonstration. Voilà, parce qu'il y a eu Newton, il y a eu tout ça, il y a toute une histoire, et puis il fait la gravitation universelle et tout. Si tu veux, je te file les formules et tout, puis tu vas voir, on va faire la démonstration, on va la refaire, ou Archimède, ou ce que vous voulez. Vous pouvez refaire la démonstration. Hein, bon. Ou la vérifier. Puis dire, non, là c'est faux. Bon. C'est toujours possible. Ouais, mais c'est possible pour qui maintenant ? C'est-à-dire que maintenant, vous entendez les astrophysiciens vous parler de l'origine de l'univers. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous racontent une super histoire. Et vous avez quel moyen de vérifier l'histoire ? Vous la prenez comme une révélation. Vous la prenez exactement comme un mythe. Ce qui explique pourquoi, à la télévision, j'ai entendu dire, parce que moi, je n'ai pas de télévision, mais j'ai entendu dire qu'à la télévision... ça arrivait très rarement qu'on ait une assez longue interview d'un spécialiste de la grammaire du sumérien ancien. Par exemple, il y a un livre qui vient de sortir là, qui est très intéressant. Effectivement, c'est vrai, hein, super synthèse sur la grammaire du sumérien ancien. Et je ne suis pas sûr que à la télé, pas sûr. Hein. Bon. Par contre, à la télé, vous allez avoir des gens qui vont vous parler de l'origine de l'homme, très régulièrement dans les journaux, tout ça, la radio. Des gens qui vont vous parler de l'origine du cosmos, genre Hubert Reeves. Hein, vous allez avoir des gens qui vont vous parler de l'origine de l'art, genre Jean-Claude, qui va vous parler de la grotte Chauvet, etc. Et vous avez tout des tas de gens. Les seuls que vous allez entendre, en fait, c'est ceux qui vous racontent des histoires d'origine. Et pas l'origine... pas n'importe quelle origine, attendez, l'origine du monde, l'origine de l'homme, des mythes fondamentaux. Enfin, ce qui tient la place de mythes fondamentaux. Parce qu'on est bien d'accord qu'ils ont des raisons de raconter ça. Et que leur histoire telle qu'ils la racontent, elle peut être modifiée. Peut-être dans 5 ou 6 ans, ils raconteront une histoire un petit peu modifiée, parce que la science aura avancé, on est bien d'accord. Mais tout le monde l'apprend, y compris moi quand il s'agit d'astrophysique. Pas quand il s'agit de préhistoire, mais là je suis très critique. Quand il s'agit d'astrophysique, j'y connais rien. Et puis il faudrait que j'y passe toute ma vie pour arriver à même un peu sniffer ce qu'il y a derrière dans les formules mathématiques et tout ça. C'est jamais, il ne faut pas rêver. Donc je prends ça comme un mythe. Ça veut dire que dans la réception actuelle d'une grande partie du savoir scientifique, c'est reçu comme un mythe, ça tient la place du mythe. Voilà. Et ce qui pose... pas mal de problèmes, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Alors, on a le temps pour une dernière question. Alors, il y a des gens qui ont envie de poser des questions, mais qui en ont déjà posé. Là, on va attendre de voir s'il y a d'autres personnes qui se manifestent. Sinon, évidemment, on pourra... Ah voilà. Pour remplir le vide, si je peux me permettre, à un moment donné, je ne vais pas vous complimenter plus, mais on avait envie de voir votre parole, excusez-moi.
vous avez donné une perspective large, complexe et tout. Et si je vais encore parler, comme vous dites, il y a des heures et des heures, moi je reviens tout simplement à mettre la question la plus simple, dire quel est le but de telle ou telle religion, le but, l'objectif. Bon, comme Khalil Gibran qui disait les religions sont multiples, diverses, etc. Mais leur but initial, c'est de collaborer, de vivre ensemble, de faire une morale, de vivre ensemble, quoi, tout simplement. Ce qui serait bien dans le débat actuel, c'est d'attaquer le fond du problème. Comment se fait-il que je crois ou je ne crois pas? D'accord, il y a la comparaison, il y a le mimétisme de Girard, d'accord, mais il faut s'en sortir. Et par un simple réflexe, me semble-t-il, c'est de dire il n'y a pas de... C'est pas de la censure. Je conclus simplement pour dire, comme depuis que j'étais jeune, je disais, quand il y a un conflit ou une controverse, l'histoire, dans ce domaine-là, l'histoire n'est pas terminée. Comme Darwin, il est en cours d'évolution, il est en advenir, si j'ose dire. En tout cas, merci beaucoup pour votre conférence. De rien. Je ne vais pas répondre parce que ce n'est pas exactement une question, hein, mais je dirais quand même qu'il y a des certitudes. Voilà. S'il n'y a plus d'électricité dans votre pile, le micro ne va pas marcher. Il y a des certitudes scientifiques. Et voilà. Après, les interrogations éternelles, c'est celles qui touchent justement les grandes questions d'origine. Et c'est la raison pour laquelle l'usage commun chez les scientifiques, c'est de dire que les questions d'origine ne sont pas scientifiques. Nietzsche disait qu'on ne répond on ne pose que les questions auxquelles on peut répondre. Et de ce point de vue-là, c'est pas faux. C'est-à-dire que les scientifiques se gardent de poser des questions dont ils savent à l'avance qu'ils ne pourront jamais répondre. Voilà. Et du coup, ça laisse toute la place à d'autres types de réponses, qui peuvent être de type de l'inspiration, de la poésie, de l'art, de telle ou telle religion. Et ça pose aucun problème, en réalité, puisque ça se situe dans un endroit différent. Même si c'est toujours nous et notre esprit, ça se situe quand même dans un endroit différent. Donc il n'y a absolument pas lieu, a priori, d'avoir de conflit là-dessus, pour moi. Merci à vous. Ce sera le mot de la fin. De rien. Merci bien. Alors, on a la chance de vous avoir vu cet après-midi, pour ceux qui ont assisté à l'atelier, de vous avoir vu ce soir. Mais en fait, on a la chance de vous revoir dans un mois, enfin dans un peu moins d'un mois. Alors, virtuellement, parce qu'en fait, la prochaine rencontre du cycle Pensée critique autour des croyances a lieu le 12 décembre prochain. C'est la projection d'un documentaire qui s'appelle, je vais encore oublier, Les lois de l'attraction mentale, réalisé par Thomas Durand, qui sera présent avec d'autres membres de la Tronchambier, qui est un collectif de youtubeurs, qui s'interrogera sur les biais, enfin qui permettra de s'interroger sur les biais cognitifs et ce qui fait qu'on croit ce qu'on croit ou qu'on ne croit pas ce qu'on ne croit pas. Et il se trouve que vous êtes interviewé dans ce documentaire, donc voilà, vous aurez la chance de revoir Jean-Loïc Lequelec d'ici moins d'un mois maintenant. Merci encore. N'oubliez pas que tout au fond de la salle, vous pouvez acheter des ouvrages de Jean-Loïc Lequelec, mais aussi sur d'autres chercheurs autour des croyances et des mythologies. Merci. Merci à vous.